Alors attendez, on va mettre le dernier trailer de Barbie. Clac. C'est lequel? C'est celui-là. Hein. Ouais, c'est celui-là. En fait, et je sais pas, est-ce que je sais pas, moi c'est bon. Mais c'est exactement ce que je pensais que ce serait. Parce que le premier teaser, je savais pas trop quoi en penser, parce que je me disais peut-être ils vont en fait partir dans une direction un peu inattendue, d'assumer le. Mais en fait, non, pas du tout. C'est vraiment, vraiment exactement pile poil dans l'air du temps, mais genre vraiment, c'est très, très aujourd'hui. Et c'est terrible. Et moi, c'est effectivement c'est le texte. Alors après, enfin. Moi, je suis plus client de ça. Du coup, je ne suis plus du tout client de ce type de cinéma-là. Attendez, je vais vous mettre les images dans le fond. Peut-être que je vais kiffer hein, en le voyant, quoi. Mais moi, je suis. Mais enfin, là, c'est trop là. Enfin, je veux dire, c'est. En fait, pour moi, c'est des films qui sont gouvernés par la peur, quoi. C'est des films qui sont terrorisés d'être quelque chose. Et du coup, enfin, je comprends même pas. Enfin, moi, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. J'aimerais bien être dans le délire, hein, vraiment, mais c'est juste, je peux pas. Alors, c'est Warner, parce qu'en ce moment, ils sont là-dedans, quoi. Mais c'est vrai que c'est des films qui ont vraiment peur. Hein. Moi, c'est ça que je ressens, en fait. C'est-à-dire que là, le fait d'avoir même synthétisé ça dans les phrases qu'ils ont utilisées comme tagline pour vendre le film, c'est-à-dire en gros de dire, vous avez bien vu dans l'abondance, quoi, ils écrivent bah, si vous aimez Barbie, ce film est fait pour vous. Si vous détestez Barbie, ce film est fait pour vous. Mais c'est un truc de renoncement en fait que moi, mais je ne comprends plus en fait. C'est-à-dire que en fait, je comprends très bien ce qu'ils essaient de faire. C'est-à-dire il n'y a pas de problème, je le comprends depuis hyper longtemps. C'est-à-dire que juste ils essayent d'être critiques envers la génération passée, puisque ça c'est normal. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui c'est l'histoire de l'art, c'est-à-dire qu'à chaque génération, ils constatent que ah merde, il y a des problèmes. Mais c'est la faute à qui? Ah bah, c'est à la faute des anciens. Et du coup, regardons les anciens et qu'est-ce qu'on peut critiquer là-dessus? Ça, c'est normal. C'est l'histoire du cinéma, de l'art globalement. C'est ça l'histoire, c'est le moderne, le post-moderne. C'est ça le délire. Mais en fait, dans le truc, donc le problème, c'est que je comprends qu'ils fassent ça. Ok. Ce que je comprends pas, c'est cette nécessité d'essayer d'avoir le beurre et l'argent du beurre, parce qu'en fait, ils essayent du coup de faire un truc qui est critique envers ce qui agissait déjà comme une déconstruction cynique des univers sérieux et sincères de l'époque. Et du coup, en fait, ils essayent à la fois de faire. En fait, parce que si tu veux déconstruire le cinéma un peu postmoderne passé, ce qui est tout à fait normal, et le truc, en fait, de fait, tu vas revenir à un truc plus sincère, en fait. Tu vas revenir à des schémas un peu classiques et tu vas ne plus comment dire, tu vas pas être dans la dérision, tu vas être contre la dérision, puisque la dérision, c'est ce qui qualifiait l'ironie, c'est ce qui qualifiait le cinéma passé. Donc du coup, bah, on va s'inscrire après ça et on va être critique envers ça. Donc ça, c'est cool, je comprends. Et du coup, bah, on va critiquer la dérision. Donc l'idée, c'est de pas faire de la dérision. Mais là, comme ils savent que s'ils font ça, ils vont se faire moquer en fait, ou ils pensent en fait que s'ils arrivent avec un truc complètement sérieux premier degré sur disons l'univers de Barbie, où voilà bah nous on n'est pas dans les années 80 90, on n'est pas dans ce délire là 70s machin truc donc on veut revenir à quelque chose de plus on est contre ça donc on veut revenir à quelque chose de vraiment de sincère avec des grands sentiments des comment dire du mélodrame ça pourrait être Barbie en fait mais ils peuvent pas faire ça parce qu'ils se disent mais du coup ils vont avoir l'impression qu'on est con en fait ils vont avoir l'impression qu'on n'a pas compris qu'il y avait une déconstruction postmoderne qui a eu lieu dans les décennies précédentes et du coup ils essaient d'avoir le beurre et l'argent du beurre c'est-à-dire qu'ils essaient à la fois d'être dans un truc de retourner comment dire la déconstruction de précédente mais sans assumer un côté sincère, mélodramatique, premier degré. En fait, ils essayent d'être à la fois premier et second degré, en fait. Mais le problème là-dedans, alors quand c'est bien fait, c'est super, en fait. Parce que du coup, il y a quelques exemples quand même que je trouve qui sont hyper cool là-dedans, quoi. Notamment Everything Everywhere at Once ou Spider-Verse ou Lego Movies ou la grande aventure Lego. Des films comme ça que je trouve cool, qui fonctionnent. Mais en fait, faut être très fort en fait pour que ça marche selon moi. Faut vraiment, genre, soit avoir un coup de chance de ouf, soit être vraiment, vraiment très, très fort et très subtil quoi dans la façon dont tu montres les trucs. Parce que sinon,
t'es en train de critiquer toi-même ce que t'es en même temps en train de faire, et tu te retrouves avec les deux s'annihilent, quoi. C'est-à-dire tu peux pas vraiment te moquer d'un truc que t'es en train de faire. Je pense qu'ils en sont complètement conscients. Je pense que je ne sais pas en fait à quel degré ils font ce type de production. Mais je pense qu'ils essaient. Ils sont tellement terrifiés à l'idée de faire parce que ça, en fait, moi Barbie, si tu veux faire, moi si le concept c'était de faire, on va faire Barbie, mais en fait ça va être vraiment Douglas Sirk. Ça va être vraiment un mélodrame américain. Alors peut-être upbeat, voilà, avec tout le côté rose bonbon et tout de ouf. Sans ironie, sans quoi que ce soit. Moi, en fait, je trouverais ça pour le coup vraiment courageux et intéressant. Et je me dis, tiens, c'est à la limite, on n'a pas exploré finalement qu'est-ce que c'est qu'un mélodrame aujourd'hui, machin. Mais là, enfin, là, il y a trop de degrés de lecture. Il faut être un génie pour faire fonctionner un film, ce projet-là. Mais peut-être il est bien. Parce que, alors, par contre, c'est Greta Gerwig. Donc, c'est quand même des gens de valeur qui font le film. C'est des gens qui savent tout à fait faire des films et qui sont forts. Mais c'est parce que c'est quoi la blague en fait derrière? C'est parce que du coup on est tellement dans des degrés de lecture où ça se moque d'un truc qui se moque d'un truc. Du coup ça agit comme un commentaire sur un truc qui était un commentaire déjà d'un truc vrai d'il y a 100 ans en fait. Mais du coup c'est quoi le truc en fait? C'est à la fête c'est de dire mais Barbie c'est rose bonbon. Donc si vous aimez bien ça, vous êtes un peu con, mais en même temps vous êtes dans le vrai. Et il y a un truc schizophrène en fait dans ces films-là qui fait que moi je peux pas regarder ces trucs-là en fait. C'est pas possible. Et c'est de plus en plus parce que ça démarre il y a longtemps ça, ce que je décris. Mais là c'est vrai que je trouve il y a un point de rupture où il faut qu'il y ait une forme de renouvellement qui se passe, quelque chose qui brise cette espèce de truc complètement. On est dans un vraiment c'est la vache qui rit quoi. Là il y a plus genre il peut plus rien exister. C'est-à-dire qu'il y a parce que là c'est pas un commentaire sur quand c'est bien fait, ça arrive à être un commentaire aussi sur la façon dont fonctionne le monde aujourd'hui dans des films comme Spider-Verse, etc. Et du coup, là, mais en fait, la plupart du temps, c'est juste, vous pouvez pas en fait constamment vous moquer de vous-même pour vous mettre dans la poche à la fois les gens qui vous ressemblent et les gens qui se moquent des gens qui vous ressemblent en fait. C'est pas. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est pas possible. J'arrive pas à comprendre ce type de truc là. Et peut-être c'est parce que aussi je me fais vieux. Hein. Ça, j'en suis conscient. Mais en fait, j'ai pas trouvé d'explication satisfaisante sur ce mouvement-là que je n'explique que par vraiment la peur de prendre des décisions en fait et de mettre à peu près tout le monde d'accord. Donc c'est pour ça moi il y a des remakes dont l'intégralité du sens et du but du film c'est de se moquer de l'original. Mais du coup tu dis mais pourquoi tu fais un remake alors si vraiment tu détestes à ce point le truc c'est trop bizarre, vraiment ce mouvement de cinéma. Je comprenais le cinéma qui va comment dire détruire les trucs d'avant. C'est-à-dire, je comprends en fait le Scream 1. Je comprends Clerks. Je comprends en fait ce que ça essaye d'être. Là, c'est vraiment, je comprends pas du tout le but des gens qui font ça. Et je sais pas s'ils ils ont complètement compris ce qu'ils faisaient. Parce que du coup, j'ai l'impression qu'il existe de moins en moins. Et bon, il y a quand même des exceptions à ce que je suis en train de raconter. Il y a des trucs qui existent. Mais ça commence à devenir rare d'avoir un film qui raconte une histoire. Juste qui raconte une histoire en fait. Et moi c'est à un certain degré c'est aussi pour ça que j'aime le cinéma, c'est-à-dire que je suis complètement conscient que Les Aventuriers de l'Arche perdue c'est un patchwork de plein d'autres trucs. J'en suis complètement conscient et je sais que c'est aussi un commentaire sur les serials. J'en suis absolument conscient. Mais au cœur des Aventuriers de l'Arche perdue, il y a vraiment l'idée de raconter une histoire. Alors, après, c'est peut-être aussi un truc générationnel, parce que j'imagine que les gens, par le passé, disaient la même chose sur Les Aventuriers de l'Arche perdue quand ça sortait. Mais il y a quand même un rapport on raconte une histoire de façon un peu classique. C'est-à-dire que Spielberg, quand bien même il fait des films hyper référentiels à d'autres cinémas, même Joe Dante, qui est pourtant l'un des instigateurs de ce type de film-là, mais en fait, j'ai l'impression qu'il y avait quand même cette notion de je comprends vraiment le côté émerveillant. Je sais pas si c'est un mot, mais le côté je m'émerveille devant des images de dinosaures, quoi. Il y avait vraiment ce côté-là. Et certes, il y a tout un délire on fait référence à d'autres films et on est un peu métatextuel sur la notion de création avec l'image, la figure du vieux créateur, machin, etc.
Mais il y avait quand même le côté de putain, c'est vraiment quand même cool de voir un dinosaure, quoi. Et la personne qui te le montre a l'air de vraiment trouver ça cool, et toi, tu trouves ça vraiment cool aussi. Là, là, il y a. Enfin. Genre, c'est pas. J'ai l'impression qu'ils trouvent pas ça cool, en fait, l'univers de Barbie. Ou alors qu'ils trouvent ça un peu cool, mais qu'ils osent pas trop le dire. De peur d'être moqués par les gens qui trouveraient que Barbie est pas cool. Donc moi, ça me laisse vraiment très perplexe. Il est tout à fait possible qu'avec le temps, je revienne sur ce que je dis en me disant il y avait des trucs que j'ai pas perçus et que c'est parce que c'est des avis vraiment à chaud. Le film est même pas sorti et évidemment c'est pas une critique du film, c'est peut-être un chef-d'œuvre qui se cache dans ce que je vois. Il y a pas de problème. Et si je trouve ça super, je serais ravi de me tromper et de dire que en fait c'était super et que c'est trop bien fait, quoi. Mais là, je vois des gens en fait qui se moquent d'un truc mais de façon pas bienveillante. C'est pas genre le côté un peu vous vous souvenez les céréales et tout, c'était cool. Oui, d'accord, il y a des trucs un peu dans la structure de ces films-là dont on peut se moquer, mais au final, ça nous a fait vivre des grands moments. Là, il y a vraiment un côté, c'est des films que je trouve un peu méchants en fait, mais qui en même temps osent pas complètement l'être, comme pouvaient l'être des films de sales gosses un peu vraiment vénères des années 80-90, quoi, ou même avant d'ailleurs. Donc, je sais pas, je comprends pas. Vraiment, ils m'ont dépassé de ouf, quoi. J'imaginais pas du tout que le cinéma ressemblerait à ça, même si en fait, maintenant, je me dis putain, mais ouais, mais c'est logique en fait, parce qu'une fois que tu t'es moqué des trucs, si chaque génération se moque de la précédente, tu te reviens à te moquer des moqueries, et du coup, t'es là-dedans, mais du coup, si tu te moques des moqueries, il faut que tu reviennes vers l'essence de ce dont se moquait le truc. Euh, Mais du coup, il faut avoir le courage de le faire. Il y a des films qui ont un peu le courage. Avatar. C'est un peu le courage de se dire, bah, nous, on va faire vraiment un film avec genre juste on raconte une histoire, quoi. Il y a quelques films qui font ça encore aux États-Unis, mais ils sont rares, quoi. Mais c'est pour ça que quand tu vois un film comme quand tu vois un film indien récent, mais en fait, t'hallucines parce que juste t'as plus l'habitude que juste il y a quelqu'un qui dise bah, je vais vous raconter une histoire. En fait, il y a des personnages, ils évoluent et puis vous allez les suivre évoluer vers quelque chose et on va pas systématiquement faire des blagues sur le fait qu'on est en train de raconter une histoire et qu'on est conscient qu'on raconte une histoire. Parce que, en fait, moi, dans ma tête, les gens qui font les films sont pas. Et je sais qu'en plus, tout ça, ça vient d'un cinéma que j'aime bien. C'est-à-dire que ça va être. Leur inspiration, oui, c'est post-Tarantino, donc on est post-ironie, donc il y a ce truc-là, mais. Moi, j'ai envie de leur dire, si vous kiffez Barbie, en fait, déjà, si tu as l'idée de faire un film à gros budget Barbie aujourd'hui en 2023, c'est qu'à un certain degré, t'aimes bien Barbie. Mais fais un film Barbie sérieux sur le personnage de Barbie. Et si les gens aiment pas Barbie, bah, ils iront pas voir le film. Et t'es pas obligé de leur plaire. T'es pas obligé vraiment de plaire à tout le monde à ce point, quoi. Fais un film Barbie, c'est cool Barbie. Il y a pas de problème avec Barbie, quoi. Et si tu as envie de faire un film anti-Barbie, tu fais une parodie anti-Barbie qui tacle Barbie, qui se moque de Barbie, tu l'appelles Barba, je sais pas, tu fais un truc, tu fais une parodie. Genre. Mais là, en fait, tu peux pas vraiment avoir les deux. Mais en fait, si, parce que du coup, ils le font et je suis sûr que ça va marcher, parce que le film va forcément cartonner beaucoup plus que West Side Story, quoi. Mais c'est terrible, parce que du coup, c'est bloqué, quoi. On peut pas, il n'y a pas de. Et alors, que ça existe dans le cadre d'un cinéma indépendant, parce que Everything Everywhere All At Once, il y a aussi ça, il y a aussi le fait que c'est aussi un film indépendant à un certain degré, quoi, qui est pas la propriété d'une major. Moi, le côté un peu aussi qui me saoule dans ce type de cinéma-là, c'est effectivement que c'est ça, c'est le grand cinéma populaire, c'est-à-dire que les usines à créer des histoires et un petit peu sont là-dedans, et en fait, du coup, toute la dimension ironique, un peu sarcastique qu'il y a au cœur de ce cinéma-là, de toute façon déjà elle est caduque. Alors c'est pas vers ça qu'ils vont, c'est parce que leur technique en fait, c'est de faire un aller-retour systématique dans tous leurs films pour vraiment être sûr d'antagoniser personne, parce que ce sont des films qui, pour moi, vraiment, c'est comme ça que je le comprends maintenant. Peut-être je me trompe, hein. Mais pour moi, c'est des films qui ont peur d'être quelque chose. Comme ils sont terrifiés à l'idée d'être quelque chose, qui pourrait potentiellement déplaire à quelqu'un, du coup, ils se disent on peut être plein de trucs en même temps. C'est pour ça que Everything Everywhere at Once, c'est une espèce de délire qui parle de ça en fait. Mais du coup, les films maintenant, ils essayent de tellement faire plaisir à tout le monde qu'ils se disent mais on va passer d'une scène à l'autre. Donc là, c'est sûr qu'il va y avoir des scènes de totale dérision qui se moquent de Barbie, et la scène d'après, ça va être une vraie scène complètement romantique avec Barbie et Ken qui vivent une vraie histoire de romance typique des années 50 aux États-Unis, quoi. Et en fait, alors moi, peut-être ça marche. C'est parce que, en fait, moi, comme j'ai pas l'habitude, c'est aussi ça. Il faut aussi que je me remette en question quand je parle de ça. C'est vrai que moi, ça marche pas, en fait. Parce que du coup, quand tu t'es moqué d'un truc, je me dis, ah bah le film, il est dans ce ton-là, il est en train de se moquer d'un machin. Mais tu peux pas, du coup, faire venir le truc dont tu t'es moqué il y a 2 secondes
et le traiter sérieusement en fait, parce que du coup là c'est pas, enfin voilà, mais moi je trouve ça complètement ouf quoi. C'est qu'en fait il y a c'est les films ont peur d'être quelque chose. Les gens qui les font ont peur. C'est-à-dire que les gens qui font des films ont peur de faire des films. Parce que du coup, c'est même pas qu'ils ont peur de faire des films. En fait, je pense qu'ils aiment même pas faire. Je sais pas. En fait, je pense que c'est des carrières de critiques de films ou de youtubeurs ou de trucs ils auraient voulu faire ensemble. Si le seul truc que tu veux produire, c'est vraiment un commentaire sur tel type de cinéma, t'as d'autres métiers que cinéaste en fait. Mais parce qu'ils anticipent la critique, en fait, je pense que c'est ça. Je suis en train de me dire, c'est peut-être ça. C'est-à-dire que du coup, ils se disent, tiens, si je fais un film, on va se moquer de moi. Du coup, comment est-ce qu'on pourrait se moquer de moi? Et du coup, ils essaient d'anticiper les types de moqueries pour se moquer eux-mêmes d'eux-mêmes, mais le faire quand même. Et ils se disent, bah, du coup, on fait les deux en même temps, ça fonctionne. Bah, ça marche pas, quoi. Pour moi, ça ne marche pas. Mais après, si ça marche, c'est cool, hein, je m'en fous. Et puis, il y a assez de films dans le monde, en fait, qui datent d'avant. Si vous voulez, pour que je n'ai pas à regarder ça, j'irai probablement pas voir le film Barbie, en fait. En vrai de vrai, parce que du coup, je regarderai Le Grand Silence, par exemple, de Sergio Corbucci, que j'ai en Blu-ray, que je suis très content de regarder, quoi. Mais du coup, c'est vrai que c'est un peu triste, parce que je me dis, putain, mais... Enfin, je sais pas, moi, j'aimerais bien qu'on me raconte des histoires, quoi. Genre, j'ai envie de leur dire, mais c'est cool aussi, enfin... Vous n'avez pas à être dégoûté. C'est pas parce que ça fait 20 ans qu'on se moque des gens qui font des histoires un peu sérieuses que il faut lâcher l'affaire comme ça. Parce que je me dis, au fond de ces gens-là, c'est des gens, ils aiment bien le cinéma, ils consacrent leur vie à en faire. Donc à un moment, ils aiment bien le truc. S'ils aiment bien le cinéma, enfin, je vais leur dire, vous avez le droit d'en faire, faites-en sérieusement, prenez-vous au sérieux, dites-vous, ouais, mais moi j'ai envie de raconter une grande histoire j'ai envie de raconter une grande romance entre Ken et Barbie, il n'y a pas de problème, quoi. C'est pas grave, après, oui, il y a des connards qui vont se moquer de vous à gauche, à droite, on s'en fout. C'est pas, genre, je sais pas, vraiment, je suis, perdu devant le cinéma actuel, mais à un point où je pensais pas, en fait, en arriver à là. Ils ont testé ma résistance à ces trucs-là petit à petit, quoi. C'est-à-dire que la perte des enjeux, les moqueries, les trucs, cette espèce d'alternance on peut être tout à la fois, on essaie d'être tout à la fois, machin, etc. Mais là, j'ai plus de patience, quoi, en fait, parce que moi, j'ai envie qu'on me raconte des histoires, merde, quoi. Vraiment, genre, je préfère regarder Le Bon, la Brute et le Truand 5 fois, ou si je veux voir des films qui sont sur ce ton-là, je regarde les quelques films qui ont été un peu précurseurs et un peu frais et un peu nouveaux, et qui au moins étaient un peu courageux dans leur époque. Parce que, en fait, le problème aussi avec ça, c'est qu'il y a un côté un peu punk en fait. Il y a un côté un petit peu moqueur punk qui essaie d'être là, qui est hérité de la génération précédente, dont ils n'osent pas complètement, qu'ils osent pas complètement couper le cordon. Donc, parce que sinon ils feront moins d'argent. Donc du coup, il y a en fait, le fait de garder ce côté un petit peu moqueur, ça donne un côté de j'essaie d'être un peu punk, et ils le sont trop pas, quoi. Et moi, genre, parce que c'est hyper normal, enfin, c'est exactement ça, c'est le type de film de studio de notre époque. Il n'y a aucun risque de quelque manière que ce soit, et je demande pas à ce qu'il y en ait, hein. Mais je dis que dans le ton du film, il y a un petit truc un peu punk, un peu rebelle, qui essaye d'être là, et qui, du coup, moi, je peux pas regarder ça sérieusement en me disant, ouais, ils vont niquer des standards et tout, parce qu'ils font exactement les films qui cartonnent du moment. Donc c'est pas, c'est en rébellion face à rien du tout, quoi. C'est-à-dire que c'est pas, et c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la nécessité d'être forcément en rébellion face à quelque chose. Mais comme ils essayent de jouer sur les deux tableaux, du coup, pour moi, c'est pas, non, c'est pas possible, quoi. Mais bon, après. Voilà, je sais pas. Après, c'est peut-être. Après, encore une fois, il y a des films dans ce style-là que j'ai bien aimé, de récents. Donc, et avec une bande-annonce, je peux pas me rendre compte. Donc, il me faudrait le film en entier, mais en même temps, je suis tellement saoulé par ce type de cinéma-là. Mais je suis plus saoulé par ce type de cinéma-là que par les films catastrophes des années 90. Genre. Parce qu'au moins dans Volcano, il faisait vraiment semblant de croire qu'il y avait de la lave. Genre, l'acteur qui jouait, il jouait un mec qui a peur parce qu'il y a de la lave dans le métro, quoi. Et c'est juste ça, en fait. Genre, juste ça, même si je te filme pas ouf, hein, Volcano. Mais juste ça, en fait, ça fait qu'au moins j'arrive à être j'avais un peu de tendresse
pour le mec qui a peur, pour l'acteur qui fait semblant vraiment d'avoir peur qu'il y a de la lave dans le métro et que du coup c'est une situation qui le fait flipper. Et là, je vois des gens qui sont dans vraiment, même en voyant la bande-annonce qui est en train de défiler, je vois des gens qui sont en train de se moquer d'un truc. Mais en même temps, de l'assumer. Enfin, je sais pas, ils sont dans une espèce de double jeu hyper faux. On dirait des acteurs qui font semblant d'être des acteurs. Et ça fait quelques années maintenant que la plupart des grosses productions américaines que je vais voir au cinéma, j'ai vraiment, et ça m'inquiète de ouf, même par rapport à moi en tant que spectateur, parce que peut-être que le problème vient de moi, mais je commence à vraiment... En fait, quand je vais voir ce film, je suis sûr que, même s'il est un peu bien en fait, je vais avoir l'impression de voir un documentaire sur Margot Robbie qui joue Barbie en fait. Et quand je regarde Le Parrain, j'ai pas du tout, à aucun moment, l'impression de voir un documentaire sur Al Pacino qui fait semblant d'être un gangster. Mais en fait, là, ils sont allés tellement loin dans le délire que je ne vois vraiment que les acteurs qui sont en train de jouer des rôles. Et je sais très bien, enfin, c'est la suspension d'incrédulité. Il y a plus, en fait, c'est genre la plupart des films modernes, pas modernes au sens, mais actuels, contemporains, quoi, des blockbusters, des films, des blockbusters contemporains, sont clairement des documentaires sur des acteurs qui jouent des rôles. Ce sont des documentaires sur des acteurs qui jouent, qui se déguisent, qui font des trucs, et c'est terrible. Genre, c'est vraiment... Et même dans un Tarantino, j'avais pas cette sensation-là. Un peu parfois. Mais j'avais pas complètement cette sensation-là. Là, il y a vraiment plus rien qui est pris au sérieux, quoi. C'est trop, c'est hyper, c'est chelou de ouf, quoi. Mais vous avez cette sensation-là ou pas, où je suis un ouf, quoi. Parce que moi, je vois pas des personnages, en fait. C'est-à-dire qu'il y a plus la notion de personnage, il y a plus la notion de récit. Il n'y a plus rien en fait. Il y a vraiment juste des stimuli qui vont vous rappeler des trucs avec des blagues, qui vont se moquer d'autres trucs qui existent par le passé. Parce que, en fait, c'est-à-dire que... Après, peut-être c'est aussi le recul. Mais non, parce qu'en fait, je me dis, mais j'avais quand même conscience des gens qui faisaient les films dans les années 90 et 2000 aussi, quoi. Il y a Sam Raimi qui a tenté un truc à un moment, parce qu'en ce moment, on parle de Sam Raimi. Il y a eu un retour, en fait, avec Sam Raimi au début des années 2000 avec Spider-Man, où il a commencé à remettre, genre, au goût du jour des trucs vraiment pas méta, genre des trucs vraiment avec l'innocence du super-héros qui vit des aventures et que tu suis, etc., quoi. Et en fait, avec le recul, et je me rendais pas compte quand il sortait ces films-là où je me disais juste, ah tiens, c'est des films cool et tout, c'est marrant à regarder. Mais en fait, avec le recul, je suis vraiment dans un regret des Spider-Man de Sam Raimi. Où là il était revenu à un délire de ouais, bah, en fait, on va juste raconter une histoire avec un méchant, un gentil. Et même, enfin, c'est même au-delà du côté très. Comment dire. Euh, simple de l'histoire du méchant du gentil, ça c'est pas le problème. On peut faire des trucs avec des méchants un peu différents, etc. On n'est pas obligé de rester dans une norme du récit simple. Mais il y avait cette idée de ouais, on va revenir à un truc vraiment à de l'émerveillement, quoi. C'est votre personnage préféré, il va voltiger de toile en toile, voilà. Et c'est ça, et ce plaisir kinétique, quoi, qui va être le cœur de mon film. Là, c'est impossible de. Moi, je pense même les gens qui aiment ce film, qui aiment ce type de cinéma-là, en fait. Moi, je pense que quand ils vont le voir pour le commentaire de comment est-ce que Margot Robbie fait des blagues en fait sur Barbie. Je pense, hein. Je pense que malgré ce qu'ils disent dans la bande-annonce, je pense que si vous êtes vraiment fan au premier degré de Barbie, bah si en fait, si, parce que du coup, si vous êtes, en fait, ce qu'ils reprennent de Barbie, c'est l'esthétique du monde de Barbie. Et quand bien même ils le tournent en dérision, il y a quand même cette notion il y a quand même des images qui appartiennent en termes de saturation des couleurs, etc., qui appartiennent à l'univers Barbie. Mais comme dans un clip, en fait. C'est-à-dire que c'est pas l'imaginaire de ce que tu te représentes quand tu peux potentiellement... Ah non, je sais pas, non, ça, vraiment, moi, ça me... Mais en fait, le fait de l'écrire même, j'ai trouvé qu'il y avait un pas encore qui était franchi dans ce genre de truc-là, que j'avais jamais, c'est rare de voir ça, quoi. Là, il y a quand même une phrase qui vous dit, le film s'appelle Barbie, c'est un film inspiré de Barbie, et il y a écrit, si vous aimez pas Barbie, ce film est quand même fait pour vous.
Je trouve ça ouf. C'est ouf, quoi. C'est vraiment dingue. C'est incroyable, quoi. Mais après, je sais pas, quoi. Peut-être que je suis vraiment. Moi, je trouverais ça hallucinant dans Iron Man, qui est un texte qui dit si vous détestez Iron Man, venez voir ce film est fait pour vous, quoi. C'est dingue. Enfin, vous trouvez pas ça ouf, en fait? Je suis le seul à trouver ça complètement dingue. Vous savez, dans un rapport de détestation, c'est à la fois, il y a un truc d'autoflagellation où tu kiffes les coups de fouet, mais en même temps, tu t'en mets quand même. C'est des films sadomaso, mais c'est hallucinant, quoi. Enfin, après, c'est pas les gens qui font le film, c'est vraiment les gens qui font la bande-annonce et qui font le marketing. C'est pas Greta. Mais qu'est-ce qu'elle en pense, en fait? Qu'est-ce qu'elle pense de la personne qui, dans la bande-annonce de son film, a dit si vous détestez Barbie, venez voir le film Barbie, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et c'est en plus un truc pour te faire te sentir un peu intelligent. C'est un truc de malade. C'est fou, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Ces personnes osent faire ça. T'as pas un film d'horreur qui dit si vous détestez les films d'horreur, venez voir notre film d'horreur. T'as pas une comédie qui dit si vous détestez les comédies. Enfin, moi, c'est la première occurrence de ça que je vois. Même les films hyper moqueurs, quoi, les films vraiment méchants, les films qui s'en battent les couilles du cinéma. Mais là, ils sont la prochaine étape, ça va être des films avec vraiment ils t'écrivent. Alors Laurent Baffy l'a fait comme une blague. Ne venez pas voir ce film, c'est une merde. C'est le seul exemple. Ah oui, vous le notez il y a Baffy effectivement qui dit, qui note les clés de bagnole, quoi. Mais là, la prochaine étape, c'est vraiment, si vous détestez le cinéma, venez voir notre film. Ils vont commencer à faire des films pour les gens qui détestent le cinéma, et je crois que c'est ce qu'ils font un petit peu maintenant à un certain degré. Parce que là, ils font des films pour les gens qui ne croient plus en fait aux outils de narration du cinéma, c'est-à-dire des gens qui sont complètement en mode mais non, c'est ridicule le cinéma. Tu vois, c'est-à-dire que genre une figure un peu genre King Kong, les gens ils trouvent ça ridicule peut-être, et du coup ils font des films pour les gens qui trouvent ça ridicule. Le fait de croire à simplement une histoire qu'on te raconte au travers d'images sur un écran plat, il y a des gens qui trouvent ça ridicule. Et du coup, là maintenant, ils en sont à faire des films pour les gens qui détestent le cinéma. Moi, je trouve il y a des. Mais par contre, le fait de l'utiliser comme argument commercial, je trouve ça complètement hallucinant, quoi. Complètement hallucinant. Mais c'est dingue, quoi. Et, vraiment, si vous détestez Barbie, venez voir le film Barbie. C'est vraiment les mecs de la com. Ils se sont dit, bah ouais. Là, c'est vraiment. Les mecs, ils se respectent plus du tout. Là, c'est les gosses, tu leur donnes 5 balles, ils mangent leur crotte de nez. Ils en ont rien à foutre, en fait. Tu sais, ils sont. Ah, on fait un film Barbie, et puis c'est fait vraiment en partie pour les gens qui détestent Barbie. Je trouve ça fou. C'est fou. Si vous êtes aveugle, venez voir notre film. Non, mais là, c'est. Scorsese avait raison, c'est pas du cinéma, c'est un parc d'attractions. Mais ouais, mais en fait, il avait d'autant plus raison que c'est des gens qui en fait qui détestent. Enfin, maintenant le cinéma c'est fait par des gens qui, je sais pas, tu vois. Enfin, en tout cas, c'est vendu par des gens qui l'aiment plus, quoi. C'est-à-dire que même les trucs les plus, comment dire, les plus mercantiles que j'ai vu de ma vie en termes de démarche, quoi. Ils avaient quand même l'idée, c'est-à-dire les trucs d'exploitation, vraiment, les Canon Group, les Roger Corman, les trucs comme ça. Au moins, ils avaient encore un peu le délire de se dire vas-y, on va quand même faire des films qui sont plutôt destinés pour les gens qui aiment bien les films, tu vois. Là, c'est hallucinant. Mais je sais pas où ils vont avec ça. Et du coup, par contre, il y a un truc qui est super intéressant. C'est quoi? Parce que, étant donné les choses comme elles se passent, c'est-à-dire que l'histoire du truc, c'est systématiquement effectivement que la génération regarde la génération précédente et propose un commentaire critique dessus, quoi. C'est le truc qui est fait depuis toujours. Mais ça va être quoi le commentaire critique de la suite, quoi? Ça va ressembler à quoi la prochaine génération de cinéastes qui vont arriver et qui vont du coup tourner Barbie, le film, en dérision? Est-ce qu'il y a un degré possible de métatexte supérieur qu'ils vont réussir à inventer, tu sais? Est-ce qu'on va revenir à des trucs à la William Castle où désormais les films seront systématiquement présentés par un mec en mode ah, ça peut être ça, putain. Ils vont revenir à un délire peut-être à la Rocky Horror où tous les films tu les verras avec quelqu'un qui est devant le film et qui se moque du film comme ah, vous avez vu, putain, l'image elle bouge alors que c'est même pas vrai. C'est juste des images fixes les unes après les autres et tout le monde tu fais ouais, il a raison de ouf, il a raison, c'est pas vrai. C'est quoi il y a un point de non-retour à un moment. Ils peuvent pas se moquer d'une moquerie qui se moque d'une moquerie. Enfin, il y a un moment, les cerveaux vont se retourner. Tu vois, ils vont en être à faire des trucs complètement de sociopathes. C'est pas des vraies voix, c'est des enceintes. On fait vibrer le son. Ça fait du son dans vos oreilles. Tu fais, mais oui. Je sais pas.
Il y a des trucs, hein, il y a des trucs qui vont exister, mais par contre, je suis curieux de ouf. Hein. Je sais pas jusqu'où ils vont en arriver, quoi. Moi, je veux arriver à un truc vraiment complètement absurde, quoi. Où ils vont se mettre à se moquer du fait que, en fait, la lumière que tu perçois, c'est juste une interprétation des longueurs d'onde. Et tout le monde applaudira en disant putain, en fait, c'est des longueurs d'onde. En fait, on a des cônes dans les yeux. C'est pas vraiment des vrais trucs. Tu vois, genre. Parce que à ce tarif-là, après, ouais. C'est quoi? Est-ce qu'ils vont se moquer du fait que les photons arrivent dans des lentilles? Est-ce que, tu vois, mais j'ai envie de voir, par contre. J'ai vraiment envie de voir, parce ils vont commencer à vraiment à décoder la matière, parce que là, ils vont en arriver à vraiment se moquer du fait que la matière... Je sais pas. Non, mais c'est vraiment génial. Hein. Putain. Si vous n'aimez pas les couleurs, venez voir notre film en couleur. Tu vois, le mec est génial. C'est trop avant-gardiste, putain. Franchement, et c'est un truc de malade. Je sais, mais c'est fascinant à décoder, quoi. Vraiment, faudrait que je lise les théoriciens du cinéma d'aujourd'hui, parce que ça fait longtemps que je lis plus trop. Enfin, je lis des bouquins de théorie du cinéma, mais qui datent de avant, quoi. Mais là, je veux voir ce que les gens vont écrire sur ce cinéma-là, quoi. C'est Moutos qui dit après, ce n'est pas si grave à mon avis tout ça, Karim. Non, bien sûr que non. C'est juste, ça me surprend parce que. Ouais, attends, je vais finir de lire ton message. Ça ne concerne que le cinéma blockbuster américain du moment. Oui. Le cinéma international est tellement riche de diversité, il suffit d'aller voir ailleurs en attendant que cette mode passe. Regarde les différentes sélections du Festival de Cannes, par exemple, il y a sûrement plein de films intéressants à voir. Oui, oui, bien sûr. Non, mais après, je dis ça. Mais tu sais, moi, c'est le cinéma avec lequel j'ai grandi, donc c'est forcément, en fait, le voir évoluer. Il y a quelque chose de fascinant, mais en mode, tu sais, tu regardes un truc qui se tue à petit feu pendant des années et tout, mais. Non, mais bien sûr, c'est pas grave. Et en vrai, c'est juste une petite partie. C'est pas le cinéma, c'est une petite partie du cinéma. Mais moi, je trouve ça quand même. En tout cas, au moins, quand même, ça mérite d'attiser la curiosité quand même qu'on regarde ce truc-là en se disant, mais vraiment, tu vois. Parce qu'il y a un délire, en fait, qui est au fond du truc, qui est que, tu sais, il y a ce truc au bout d'un moment où tu as envie de leur dire, mais on sait, en fait. Mais c'est ça le truc, tu sais, quand tu vois un film de cet ordre-là, en fait, tu fais, mais en fait, on faisait semblant d'y croire, mais volontairement, tu vois, un peu. Et genre, c'était le principe de l'incrédulité. On est tous conscients qu'on est dans une salle devant un écran plat. On sait qu'il y a une illusion du mouvement. On sait que c'est pas vraiment des êtres humains qui bougent devant nous. On le sait, en fait. Et du coup, c'est un peu rigolo à regarder. Et c'est pour ça que je tourne ça en dérision. Mais de toute façon, effectivement, il y a des choses beaucoup plus graves dans le monde. C'est assez anecdotique. Mais je tourne ça en dérision parce que tu as envie de leur dire, tu sais, tu as des moments, tu fais, mais on est tous conscients que le cinéma repose sur une illusion on fait tous, en fait, on a tous en commun. On fait semblant de croire à des histoires parce que ça nous divertit à la fois. En même temps, ça peut nous donner comment dire, un regard intéressant sur ce qu'est le monde, et on s'amuse en apprenant et tout. Enfin, tu sais, il y a un truc cool, mais on est tous tout à fait conscients que les films qu'on voit en fait sont faits par des gens. Mais du coup c'est ça qui est assez drôle à regarder parce que du coup moi il y a plein de films je suis allé voir, je fais mais attends mais tu sais, c'est les moments où tu dis, mais il y a un truc qui avait l'air d'être une évidence pour absolument tout le monde, et tu te rends compte en fait que le mec qui montre le film, il vient de capter en fait. Ryan Johnson, il a capté genre il y a pas longtemps en fait que genre en fait le cinéma c'était une illusion. Et du coup il le dit, il fait, bah, vous avez réfléchi au fait que en fait c'est des acteurs avec des costumes. Et en fait les histoires elles sont écrites par des gens. Il fait mais oui, mais on faisait, c'était oui. C'est hyper curieux. C'est hyper curieux. Et je suis en même temps hyper intéressé à l'idée de voir vers quoi ça va. Mais à la fois, ça me saoule parce qu'à chaque fois, je m'amuse pas en fait devant ces films-là. Et ça, c'est relou. Si au moins il y avait un côté nanar peut-être dans ce délire-là, un côté un peu tiens c'est raté mais au moins c'est marrant. Mais en fait non, pas vraiment. C'est vrai que les dernières expériences de cinéma que j'ai eues, les Star Wars, qui sont à fond dans le métatexte aussi, les trucs de Ryan Johnson et les trucs comme ça en fait, et les Marvel, les derniers Marvel aussi, c'est vrai qu'il y a un côté en plus c'est chiant et en plus c'est un peu long et genre tu sais ça dure 2 heures, t'es là, je sais ce qu'ils veulent dire, je sais où ça va amener, c'est pas marrant. Et je sais qu'ils vont faire ce truc de grands sentiments dans des séquences qui va être contrebalancé par des proutes, en fait. Et je comprends très bien ce que c'est et où ça va et ce que ça veut dire. Mais il y a plus... C'était surprenant il y a 10 ans, peut-être. Genre, il y avait un côté un peu nouveauté, un peu rigolo. Mais là, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, en plus, c'est James Gunn, il a le DCU, du coup. Le DCU. Et ça va pas... Du coup, ça va continuer, en fait. Ça va être ça tout le temps.
ça va être des scènes, effectivement, ça va être des scènes à la Douglas Sirk, avec Rock Hudson, une meuf et tout, et puis il lui dit je t'aime en la regardant dans les yeux avec un vraiment, et c'est sincère, mais il y en a un des deux qui va péter, quoi. C'est ça le truc, ça va être ça tout le temps, quoi. Mais bon, c'est après effectivement, il y a d'autres trucs, mais du coup, c'est chiant parce que moi, j'aimerais bien en fait participer à l'enthousiasme global. Genre, je suis pas en fait, j'aime pas, j'aime m'amuser sérieusement comment dire des modes du moment. Moi, j'aime pas être dans la dissonance. Je prends aucun plaisir à pas kiffer ce que les gens kiffent. Là, les films qui cartonnent, moi, j'aimerais bien les aimer en fait pour participer au truc et en parler et tout. Et ça me ponctuellement, il y a eu quand même des bons trucs. C'est vrai que je me suis retrouvé autour du consensus sur Everything Everywhere All At Once, que j'ai trouvé vraiment beau, touchant, qui disait quelque chose sur ça en plus, qui était presque un. Enfin, je trouvais que ça fonctionnait quoi. Les derniers Tarantino, je les trouve très jolis aussi. Spider-Verse, je trouvais ça hyper joli. Donc c'est pas complètement tout quoi. Mais c'est vrai que putain, il y a un moment tu fais. Puis là, c'est encore Warner. Hein. Là, c'est après Space Jam 2, après Matrix 4, ils font Barbie le film quoi. Warner, c'est les Kubrick. Enfin, bon. En tout cas, vous regardez ça, c'est vachement mieux. Donc, Le Grand Silence de Sergio Corbucci. Alors, ça, j'ai commandé le DVD, donc qui est aux éditions Make My Day de Jean-Baptiste Torre. J'ai commandé le Blu-ray parce que je sais plus à quelle occasion. Mais si, mais c'est quand je parlais de Django. Parce que je vous parlais, j'ai revu Django il y a pas longtemps et c'est un chef-d'œuvre. Et je sais plus qui me parlait du coup du Grand Silence et ça m'a donné envie de le revoir. Ça fait hyper longtemps que je l'ai pas vu. Dans ma tête, c'est un film absolument prodigieux. Donc, c'est un film de Sergio Corbucci, le réalisateur de Django, qui est un des. Donc, ouais, c'est que maintenant on appelle désormais les trois Sergio, qui sont trois réalisateurs célèbres et célébrés pour notamment leur travail dans le monde du western italien dans les années 60. Donc, ce sont Sergio Leone, Sergio Corbucci et Sergio Solima. Et d'ailleurs, en début de stream, vous entendiez la bande originale, une des meilleures BO de western, je trouve, de tous les temps, qui est celle de Colorado, que j'avais mis dans un épisode de Chroma, que j'adore Colorado, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Putain, c'est trop bien Colorado, c'est génial, c'est avec Lee Van Cleef. C'est le premier opus de la trilogie de western de Solima, et c'est merveilleux, si vous n'avez pas vu Colorado, c'est absolument super. C'est un des meilleurs westerns aussi, avec Lee Van Cleef. C'est un acteur incroyable qui ne mérite pas cette carrière pas ouf qu'il a eue parce que c'est vraiment un acteur de génie quoi. J'ai vu quoi d'autre récemment comme western. Oui, bah si, je vous en ai parlé, c'était El Chuncho aussi que j'ai revu il y a peu, qui est super aussi. Alors là, c'est Damiano Damiani, c'est pas un des trois Sergio, mais c'est super cool quand même. En tout cas, voilà, Le Grand Silence, c'est un des tout meilleurs westerns italiens de cette époque-là. Je sais même pas à quelle année c'est, ça doit être 66, 67. Pas du tout, c'est 69. Voilà, je me trompe complètement. C'est 69. Donc c'est un peu plus tardif quand même. 69, c'est quand même quelques années après Le Bon, la Brute et le Truand. Mais c'est fantastique. Et c'est vrai que souvent, on a tendance à beaucoup parler de Sergio Leone, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est déjà un des plus grands réalisateurs de tous les temps. Un génie de l'histoire du cinéma. Peut-être qu'il faudrait... Putain, c'est vrai que je parle pas assez de Sergio Leone. Un jour, il faudrait que je fasse un décryptage du cinéma de Sergio Leone, que je vous parle de ce réalisateur incroyable et de ses films fantastiques. Et... pour l'anecdote, ça a été le sujet de mon dossier de bac cinéma, Sergio Leone. Et c'était super. J'étais très content. Mais c'est génial, Sergio Leone. Mais c'est vrai que du coup, on parle beaucoup de lui, on parle peu. Enfin, peu, on en parle quand même, mais plus dans les milieux cinéphiles. On parle peu en fait des autres réalisateurs et des autres westerns italiens de l'époque. Certains sont pas ouf, hein, mais en tout cas, les meilleurs films de ces trois Sergio sont des chefs-d'œuvre. Django, c'est un monument de l'histoire du western. Le Grand Silence, même si je ne l'ai pas revu, j'en ai comme un souvenir magnifique. Même à l'époque, même, je me souviens que j'avais trouvé ça vachement mieux même que Django. En revoyant Django, je me suis dit, putain, mais en fait, c'était vraiment un chef-d'œuvre de ouf. J'en avais pas complètement conscience à l'époque, de quand j'étais petit, que Django, c'était aussi ouf. Mais en fait, en le revoyant, je me suis dit, putain, mais c'est vraiment ouf. Et ça n'a rien à voir avec Sergio Leone, et c'est vraiment, vraiment génial. Et les Solima sont mortels aussi si vous avez l'occasion. Mais j'en referai peut-être. Peut-être je ferai un stream par Sergio. Voilà, ça peut être intéressant. Ça me permettra de parler de chacun de ces fantastiques réalisateurs. Mais en tout cas, du coup, je me suis recommandé ça. Et c'est comme c'est aux éditions Make My Day. Donc c'est une collection en fait. C'est pas une édition, c'est une collection Studio Canal de sorties Blu-ray de Jean-Baptiste Torre, qui est un super, je trouve, critique de film, qui a beaucoup parlé. Vous le connaissez parce qu'il parle énormément, notamment du Nouvel Hollywood. Il parle beaucoup de Michael Mann, il parle beaucoup de Bogdanovich, il parle beaucoup de plein de réalisateurs, de Friedkin, de plein de réalisateurs de cette époque-là. Il a une collection de films qu'il sort. Il y a notamment dans cette collection aussi Mandingo de Richard Fleischer,
C'est super et c'est toujours des trucs très soignés. Alors j'ai pas encore revu ni le film ni les bonus, mais là je lis qu'il y a énormément de trucs. Préface de Jean-Baptiste Torret, Le Grand Silence revu par Stéphane Lehauge, Le Grand Silence revu par Vincent Jourdan. Donc je sais pas quelle forme ça a, mais chacun des trucs que je viens de dire fait 50 minutes. Il y a un documentaire qui s'appelle Sergio Corbucci. Je suis désolé pour la prononciation de merde. L'uomo chez Ridé. 2015, donc voilà, donc c'est un documentaire sur Sergio Corbucci. Il y a des scènes commentées par Olivier Père. Il y a un documentaire qui s'appelle, il y a deux documentaires du coup, Sergio Corbucci par Alex Cox. Alex Cox, donc c'est un réalisateur que vous connaissez peut-être si vous avez vu récemment Mad God, comme je vous l'ai sommé. Il est dans Mad God, mais c'est un réalisateur et c'est quelqu'un qui est très souvent dans les éditions Blu-ray de western italien. Il aime beaucoup ça parce qu'il a bossé, il a bossé dans un cinéma, je crois, à cette époque-là, en France notamment. Il parle, je crois qu'il est sur le Blu-ray d'El Chuncho aussi, si je ne m'abuse, et il doit être sur le Blu-ray d'autres westerns que j'ai vus, sur Django aussi. Donc il parle beaucoup, il est dans plein de trucs, il fait souvent des petites conversations autour du film. Il y a 17 minutes de lui qui parle. Il y a une fin alternative que je ne connais pas. Il y a le générique français, il y a des bandes annonces. Voilà, donc c'est Le Grand Silence de Sergio Corbucci avec... qui est dans El Chuncho aussi, merde. El Santo, Klaus Kinski. Vous vous en souvenez pour plein d'autres films, mais Klaus Kinski et Jean-Louis Trintignant aussi. Dans ce film fantastique qu'est Le Grand Silence, et je vais me faire un plaisir de revoir, et s'il est à la hauteur de ce dont je me souviens, et je pense que c'est le cas, je vous en reparlerai volontiers. Voilà, ça fait 2h17, Mad God, je me demandais si tu l'avais vu, le film était fou. Absolument, je l'ai vu et je l'ai recommandé. J'ai fait un stream assez long où je parle de Phil Tippett et de Mad God. N'hésitez toujours pas à voir ce film qui est ressorti de façon assez miraculeuse quand même au cinéma hein, par Carlotta. Big up à eux, hein, parce que putain, ça c'est... Voyez, Mad God, c'est courageux comme film. Sortir Mad God en 2023, c'est punk. Ça, c'est courageux. Ça, c'est genre un truc où tu fais « Ah ouais !» Là, il y a vraiment un délire de OK, tu vois, genre la personne qui sort ce film là au cinéma aujourd'hui a du courage. C'est un acte punk, ça oui, ça c'est genre tu peux te permettre d'avoir, tu vois, il y a ça. Et du coup, je ne saurais que trop vous recommander ce film. Qui a quelques défauts quand même, hein. Je vais pas vous faire croire que c'est un chef-d'œuvre, mais qui est chouette, Mad God, putain, franchement, genre, c'est... Moi, ça me fait trop plaisir de voir ce type de projet de longue date, en plus, ça fait longtemps qu'il le fait, le mec, il a eu des problèmes en plus, puis il est complètement chez père, et c'est un projet vraiment, pour le coup, tu peux pas remettre en doute la sincérité d'un mec qui fait un putain de long métrage en stop motion pendant 30 ans de sa vie, qui est complètement barré et tout, genre, là, pour le coup, ça, c'est une démarche vraiment de... Lui, il se met en danger quand il fait ce type de cinéma là, c'est cool quoi. Ça veut pas dire qu'il faut se mettre forcément en danger pour faire des films, c'est juste que là tu peux pas douter de la sincérité de la proposition qu'il est en train de faire quoi. C'est-à-dire que s'il met ça devant tes yeux, c'est-à-dire que vraiment ce qui importait pour lui c'est de mettre ça devant tes yeux. Donc big up non seulement à Phil Tippett mais aussi à Carlotta d'offrir une sortie cinéma à ce film, et j'imagine une sortie Blu-ray qui ne saurait tarder qui va arriver quoi. Le côté un petit peu est-ce que je connais Serial Experiment Lane? Absolument. J'aime beaucoup cette série, que je trouve très cool. J'en ai parlé, je crois, dans une de mes émissions. Qu'est-ce que je disais? Merde, du coup, j'ai oublié ce que je disais. Ah! Je sais plus. Ah! Ah merde, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave, c'est pas très important. Je vais remercier les gens, lire un petit peu vos commentaires, discuter vite fait avec vous, et puis je pense qu'on pourra se quitter. Ça fait 2h20 qu'on discute et ça fait plaisir. Alors, qui m'a offert des thunes? C'est qui m'a offert des thunes? C'est déjà le gros Fit Fat. Super Blaze dit merci d'exister Karim, écoute de rien, tout le plaisir est pour moi. Merci à toi Tac aussi, merci à toi R du Vant qui me dit une demi-année de bonheur déjà, ça fait effectivement 6 mois que tu es sub, merci monsieur Karim, écoute de rien à toi, tout le plaisir est pour moi. Le professeur Cheikh Guevara, merci à toi pour ton sub, tu transformes un Prime en vrai sub, donc un gros bisou à toi, merci infiniment à toi, c'est très gentil. Merci à Great Jails aussi pour le sub, merci à Krapknine. Merci à toi, Krapknine, pour le sub que tu offres à Nashkel. Gros bisous à toi, c'est très gentil. Azuwu aussi. Merci à toi pour le yop que tu m'envoies. Une boisson
calorique. Merci à toi Xatigrou pour le yo pardon que tu m'envoies, pas le wa. Tu peux m'envoyer un wa d'ailleurs aussi, ça fait plaisir. Hein. C'est ton 5e mois d'abonnement. Merci à toi Astriad, merci à Clint Eastwood 32 pour le 15e mois d'abonnement. Ça fait un moment que tu es là. Merci à toi Jam The Mountain. Tu me dis salut Karim, je viens de voir l'annonce de la colo Panic. Je n'ai pas vu la mention de Chroma. Vous avez arrêté le partenariat avec Panic Chroma. Oui, mais ça fait des années déjà, ça fait longtemps qu'on ne présente plus de films. Ou alors ponctuellement, on vient parfois. Maintenant, effectivement, ce sont les colo Panic. Mais allez-y, hein, je suis sûr qu'il va y avoir des super films. Mais je ne sais pas lesquels parce que je ne me suis pas renseigné sur la programmation. Mais connaissant Panic, ce sont forcément des fantastiques films et je suis sûr que vous allez découvrir des choses merveilleuses dans ces projets. Cylindre V12, merci à toi. Tu me dis, il vous dit tout, sacré acteur, celui-là. Il vous dit tout? Ah, il vous dit tout. J'ai dû dire un truc. Je suis sûr que ça avait du sens au moment où tu as posté ce truc, mais c'était il y a 1 heure. Donc j'en ai plus de souvenirs. Merci beaucoup à toi. Mamuda Pao, merci beaucoup à toi pour le sub. Setiam, merci. Kurorei, merci aussi à toi. Obi-Wan, Brunobi, merci à toi pour le sub. Halloween2908, merci. Godloutre, merci à toi pour le sub. Vouivre, merci également. Jaster7 Merrill pour le sub, merci beaucoup à toi. Monsieur New Vegas également, merci. Merci à toi Joss, j'espère que tu vas bien. Merci à Sweet131, merci à Sekalex qui me dit des trucs que je ne comprends pas. Merci à toi, Will Salad, qui dit que du plaisir ici. Écoute, le plaisir est dans mon cœur. Merci à toi, Onirio, qui me dit bien le bonjour, Monsieur Debache. Merci à toi, Darius, pour ton incroyable générosité. Tu offres 5 subs à Doctorian, à Shedin18, à Bouquin, à Wolfwood73, le loup de bois. Merci bienvenue à toi aussi, Isuji. Et n'hésitez pas à remercier Dalarius, qui vous offre des subs, et ça fait toujours plaisir. Merci à toi, Morneplaine 1, pour le bonsoir que tu m'envoies. Merci à Jarl Totor pour le sub également. Vous êtes absolument adorable. Vous ne présentez pas de séance cette année, je ne crois pas. Je ne pense pas. Je vois s'il y a peut-être un truc à la programmation, je ne sais pas, c'est pas prévu en tout cas. Voilà. Hop. On me dit salam à toi, on me dit bonjour, on me dit plein de choses. Pas d'accord, qui me dit la fin alternative est juste débile. Corbucci l'a tournée juste pour faire plaisir aux producteurs américains et comme elle était totalement débile, ils ont été obligés de mettre la fin normale. Ok, je l'ai jamais vu. Fantastic strat de la part de réalisateur. C'est comme quand tu fais un truc un peu trop trash pour passer la censure et donc revenir à ce que tu voulais faire à la base. C'est très cool. Est-ce que j'aime le cinéma de Michael Cimino et Karim ce n'est pas Michael Cimino, Karim n'existe pas. Michael Cimino existe et j'aime beaucoup son cinéma effectivement. Peut-être un jour vous en parlerai-je autour de peut-être je sais pas l'année du dragon ou après c'est évidemment Heaven's Gate, c'est hyper important comme dans l'histoire du cinéma. Faudrait peut-être après, c'est le film j'ai tellement entendu des gens dire des trucs que je pense que j'aurais rien à ajouter, mais c'est. Je sais pas. C'est peut-être qu'on a beaucoup parlé aussi de Cimino désormais. C'est typiquement le type de cinéaste qu'on a un peu on a redoré son blason dans l'époque moderne et du coup, il y a eu plein quand même de conversations autour de lui. C'est super intéressant. C'est quoi le sujet du prochain NTSC au fait? Je le dis pas parce que du coup, je préfère garder la surprise. À quand un stream billard avec Rufio? C'est compliqué. Il y a plein de setup. Se filmer un truc de billard, c'est compliqué. 3 chats, merci beaucoup. En plus, ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Merci à toi beaucoup pour le sub. C'est très gentil de ta part. Tu m'envoies des bisous. Greg le Gecko aussi, merci à toi. Tu me dis salut Karim, déjà une demi-année. Effectivement, ça fait 6 mois que tu es sub. Bien content, effectivement, ça me fait très plaisir. Voilà, alors attendez, vous me dites aussi plein d'autres trucs. Ça, putain, vous avez mis plein de messages. Karim, tu as entendu parler du projet ouf de ce film qui sortira quand on sera tous morts, avec Malkovich, etc. Tous morts, tu veux dire juste nous dans 100 ans ou tous les humains? Du coup, il n'y aura plus de ciné qui tourne. C'est quoi? C'est un truc à la Linklater, c'est ça? C'est peut-être un projet de Linklater. Il aime bien jouer avec le temps et tout. Non, j'ai pas entendu parler de ça. Mais ok, c'est cool. C'est la différence entre avoir une histoire à raconter, une passion à exprimer et vouloir faire du clic sur les réseaux et faire du business. Tu parles de Mad God, j'imagine. Effectivement, je pense que les gens qui font Mad God n'en ont rien à foutre. Ils aimeraient bien être liés sur les réseaux sociaux, mais je pense qu'ils font pas des mèmes. C'est un autre business. Il y a un projet de remake de Jack Burton, mais avec The Rock dans le rôle titre. Je crois qu'on me l'avait déjà dit en stream. Ouais, mais de toute façon, vas-y, hein, tu sais. Après, on va tous mourir. Hein. Non, c'est pas si grave. Mais oui, vas-y. Après, si ça peut faire un chèque de plus pour Carpenter, moi je suis content, il mérite bien ça. Mais
Mais j'ai vu là qu'il y avait aussi, putain, c'était quoi que j'ai vu putain, les blancs ne savent pas sauter, quoi. Ils en ont rien franchement, putain, mais c'est fou, quoi. Et tu vas voir que ça va être à la fois une critique des blancs ne savent pas sauter, mais en même temps, ça va refaire le film sincèrement, comme il aurait dû être. Voilà, c'est terrible, machin. Il y a plus de fin à Beetlejuice. Gremlins, ils vont tout faire. Ils vont tout faire. En fait, je pense le vrai truc. Après, il y a des contre, mais qui s'inscrivent aussi dans l'air du temps, quoi. C'est-à-dire que Top Gun Maverick, j'allais dire c'est contre ça. Donc en gros, c'est pas dans l'air du temps, mais en fait, ça existe parce que c'est contre ça. Ça a été fait, à mon avis, de façon consciente, Top Gun Maverick, comme une envie de ne pas faire le film qu'on attend d'une suite de Top Gun en 2023 ou 23, je sais plus. Mais je pense qu'il y a la conscience. Un film comme Top Gun Maverick existe en réaction aussi. Donc, en fait, peut-être, finalement, et en vrai, je trouve que ce serait un peu cool. Peut-être qu'enfin, on va arriver au bout de cette réflexion métatextuelle qui est arrivée à juste formuler une évidence, hein, pour moi, parce que c'est ça la finalité du truc, c'est juste formuler le fait que le cinéma est une illusion. Donc peut-être qu'une fois qu'on aura bien été d'accord sur tout, on va reprendre peut-être de zéro, peut-être qu'on arrive à la fin d'un cycle. C'est peut-être intéressant d'arriver à ça, ce qui donnera raison au classicisme un peu, parce que du coup on reviendra à un truc même pré-moderne, quoi, hein, ou moderne, mais du coup on reviendra à un truc où juste on réadaptera des anciens mythes de façon vraiment en mode... et ça, ce sera vraiment en réaction au cinéma d'aujourd'hui. C'est très intéressant à suivre, hein, au-delà de ce que je pense, parce qu'en vrai... c'est vrai que je dis beaucoup de mal de ce type de cinéma-là, mais je prends quand même une précaution de vous dire que c'est juste une idée. Enfin, moi, c'est mon opinion. Je suis obligé de l'exprimer parce que je ne vais pas vous mentir, quoi. Mais en vrai, je suis conscient que c'est juste une opinion, que par ailleurs, elle n'est pas absolue et qu'elle peut-être, potentiellement, elle va changer. Parce que il y a plein de films que j'ai vus par le passé, je les revois et je me dis ah oui, mais j'avais pas compris un truc. Donc c'est possible. Et par ailleurs, elle n'est pas absolue et genre, elle a pas plus de valeur que celle d'un autre. Mais par contre, il y a quelque chose que je reconnais tout à fait au cinéma populaire américain actuel, c'est qu'il est vraiment hyper intéressant à suivre parce que du coup, je pense que il y a vraiment la question là de c'est quoi, comment ils vont pouvoir, ce sera quoi la prochaine étape, quoi. C'est-à-dire jusqu'au bout de cette post-ironie, post-vérité, où est-ce que ça va aller, quoi. Ça, c'est vraiment intéressant. Je pense que genre les historiens du cinéma ou les théoriciens purs, quoi, ce qui n'est pas mon cas par ailleurs, je préfère aussi rappeler ça, et que j'ai pas tous les outils d'analyse pertinents pour comprendre encore plus le cinéma actuel, parce qu'en plus il n'y a pas de recul et pas d'ouvrage trop sur le sujet. Mais je pense que eux, ils vont s'en donner à cœur joie. Tu vois, les historiens, les mecs dont le travail est vraiment d'essayer de comprendre l'art comme des mouvements qui vont devoir dégager des périodes et des cohérences de tout ça, je pense qu'ils vont vraiment s'en donner à cœur joie, quoi. Parce que parce que du coup, on est dans une époque où même les cinéastes font ce travail-là, quoi. Où maintenant, tu es dans un truc où effectivement, il y a des trucs intéressants quand sur notamment la théorie des auteurs. Euh, Moi, dans ma tête, la théorie des auteurs, c'est pas un truc que doivent appliquer les réalisateurs, en fait. Mais je sais pas, ça me paraissait évident, mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, les créateurs de films, désormais, ils sont complètement conscients de ce qu'est la théorie des auteurs, ils sont complètement conscients des mouvements artistiques et de ce que ça veut dire que d'être un réalisateur et que du coup, tu es l'auteur du film. Mais en fait, la théorie des auteurs, c'est un outil pour les critiques de films. C'est un outil qui fait que quand tu regardes la filmographie de n'importe quel cinéaste, c'est le travail du critique de trouver des points comment dire, des motifs, en fait, dans le travail d'un cinéaste. D'essayer de détricoter ces motifs-là et après de produire une réflexion en utilisant ce détricotage que tu as fait. Mais c'est pas le taf, en fait, vraiment des réalisateurs de se dire, vas-y, où je me place dans l'histoire du cinéma. En fait, c'est pas ça. Enfin, je sais pas, tu vois, après, c'est une vision peut-être un peu fermée du truc, je sais pas, peut-être que mais en fait, pour moi, il devrait pas, un réal. Mais c'est con, hein, ce que je dis, parce que maintenant, ça me paraît, c'est peut-être ça qui me dérange, en fait. Peut-être que le fait que les réals essayent de faire le travail des théoriciens, qui fait que moi, ça me fait bugger. Parce que du coup, je reconnais des trucs où tu te dis, le mec, il a fait le film, en se disant, ça se place là, par rapport à l'histoire du cinéma, je suis ça, et je représente ça, et si je mets ça, en fait, il y a une anticipation hyper consciente de leur place dans l'histoire du cinéma. Et c'est peut-être pour ça
que je suis en train de devenir complètement amoureux du cinéma de Richard Fleischer, qui justement est un cinéaste qui est aux antipodes de cette façon de fonctionner-là, puisque, en fait, c'est un cinéaste de studio à l'époque, des années 50, quand il a commencé, Richard Fleischer, et même jusqu'à ce qu'il termine sa carrière de cinéaste, lui, c'est un mec qui taffe, en fait. Et il se dit, bah, on lui dit, bah, là, le délire, c'est on est la RKO, on a besoin de films noirs. Donc on a besoin de films policiers et tout, parce que c'est ce qui marche à ce moment-là. Et tout, vas-y, fais-nous des films noirs. Et lui, il en produit, en fait. Regarde ce que c'est que les codes du film noir, qu'est-ce qui marche bien et tout, et il essaie d'en produire. Et du coup, il se pose pas la question, en fait, de son rôle dans l'histoire du cinéma, de comment les gens vont forcément parler de lui après, de est-ce qu'il laisse sa patte, son empreinte, machin et tout. C'est juste, il fait des films, et en fait, comme c'est un être humain, dans ses films, il met sa patte, mais c'est genre, il s'est pas vraiment dit, vas-y, c'est mon style, qu'est-ce que vont dire les cahiers, tu vois, genre, il y a pas ça, en fait. Comment je vais être reçu au Festival de Cannes, est-ce que je peux faire des interviews un peu en tenant des propos un peu chelous, tu vois, est-ce que je peux utiliser des termes tels que postmodernisme, tu vois, il se pose pas cette question-là, en fait. Richard Fleischer, il fait un film de science-fiction où il raconte une histoire qui lui est fournie par le scénariste, et puis il dit, bah voilà, dans le scénario, il y a ça, je pense que ça peut être encore plus efficace. Là, le but, c'est qu'on fasse peur aux gens. Donc, comment est-ce qu'on peut faire peur aux gens avec les outils que j'ai dans ma besace de réal? Et après, du coup, les critiques, les théoriciens du cinéma regardent tous ces films-là, se disent, ah bah putain, il utilise souvent les miroirs, Richard Fleischer, qu'est-ce que ça veut dire? Et ils réfléchissent à ça et ils produisent des papiers théoriques. Mais dans ma tête, en fait, c'est ça. C'est pas la théorie sur le film, sur les listes, sur la carrière d'un réal. Elle est pas censée être produite prémâchée par le réal. Elle est censée vraiment venir. Et c'est marrant parce que du coup, à l'époque où les réals faisaient ça, les critiques faisaient pas non plus leur travail parce que tu lis les critiques de l'époque sur Richard Fleischer et personne comprenait son cinéma. Et les gens du coup disaient juste c'est juste un yes man, il a pas sa patte, etc. Il a pas son style. Et pareil pour genre Carpenter ou des trucs comme ça. Il y avait ce truc-là, quoi. Il a fallu attendre très longtemps. C'est terrible parce que du coup, ça fait effectivement peut-être un monde pas ouf où du coup les réals, si quand ils font ça, ils sont face à un mur critique qui du coup les considère juste comme et peut-être que par ego ou par absence ils ont pas envie de ça. Peut-être ils se disent bah non, je vaux mieux que ça. Voilà, moi je veux pas juste être considéré par un yes man de mon vivant et être redécouvert après ma mort. Et c'est pas un truc que je les blâme. Hein. Je comprends aussi la nécessité d'avoir un peu d'ego dans le truc. Donc ils essaient peut-être de forcer un peu le truc à se dire bah voilà, je suis Ryan Johnson, je suis Jordan Peele, je veux que ma patte elle soit marquée dans mes films, je veux de mon vivant être considéré comme un auteur, je veux qu'on parle de moi comme on parle de Carpenter quand il a arrêté sa carrière, mais je veux pas attendre. Peut-être qu'ils se disent ça. Et c'est pas une critique que je fais parce que c'est en même temps ça doit être dur, j'imagine, d'être Richard Fleischer et de lire des mecs qui comprennent rien à ce que tu fais et qui juste te disent ouais t'es un mec des studios. Donc peut-être, mais alors peut-être il faut réformer la critique ou essayer de leur dire bah non mais prenez au sérieux tous les films, même si ça vous paraît pas noble. Je sais pas, tu vois, mais pour moi c'est pas là, enfin je sais pas, c'est peut-être ça qui me dérange maintenant que j'y pense, et c'est peut-être pour ça que je commence à estimer de façon, parce que Richard Fleischer, j'avais vu beaucoup de ses films déjà avant, mais je l'avais jamais considéré, enfin, j'ai toujours considéré comme un très bon réal. J'ai jamais eu de problème. Tous les films que j'ai vus de lui, j'ai toujours trouvé ça génial. Les Vikings, ça, je trouve ça toujours, enfin c'est fantastique. Mais là, maintenant, de plus en plus, je me dis putain, mais en fait, j'ai envie de voir des cinéastes de ces gens-là, quoi. Moi, ce que je veux voir, c'est ces mecs-là qui font des films. C'est pas. Voilà. Parce que là, je suis sûr, en fait, que il va prendre quelque chose. Enfin, il va prendre au sérieux le fait de faire un film d'horreur. Parce que du coup, moi. Ça donne pas les meilleurs films. C'est-à-dire que moi, quand je vais voir un film d'horreur, j'ai juste envie de voir un putain de film d'horreur. Et le mec qui a fait le film, j'ai envie juste qu'il se dise je vais réfléchir à comment je le fais flipper. Après, pour être tout à fait honnête, ça doit être super dur. Parce que je me dis, putain, non, mais ça doit être super dur. Si tu dois faire un film aujourd'hui, imaginons tu fais un film d'horreur aujourd'hui, t'es forcément hyper conscient. Tu peux pas. C'est vrai que c'est dur, ce que je demande aussi, parce que ça doit être très dur de se détacher de l'hyper-conscience de qui tu es, du fait que tu arrives après 100 ans de films d'horreur, que tu les as vus en plus. Parce que du coup, maintenant, tout le monde a accès à tous les films. Peut-être pas, voilà. Mais tout le monde a accès en tout cas à beaucoup de films. Donc les films, tu les as vus, tu as lu plein de trucs, parce que tu as appris à faire des films, donc tu as regardé plein de films, tu as appris à faire des films. Tu te retrouves dans une situation où on dit on doit faire peur, et du coup, tu as vu tellement de films qu'en fait, peut-être, il n'y a plus rien qui te fait peur. Et du coup, tu te dis, mais à tous les mécanismes, les trucs qui peuvent potentiellement me faire peur, je les ai déjà vus avant.
Donc tu te dis comment je peux renouveler le truc, tu fais mais en fait je peux pas renouveler le truc. Et du coup tu te retrouves confronté à ce truc là, ça doit être hyper dur en vrai, parce que moi j'ai pas envie de juger non plus les gens qui font les films en mode vas-y, parce que c'est facile hein, poser le cul sur mon fauteuil, de donner des leçons à des gens qui doivent gérer des productions compliquées et tout. C'est vrai que ça doit être très dur pour eux. Mais peut-être, je sais pas, moi ce que j'aimerais c'est de voir des réals, et il y en a un, ouais, qui se font chier quoi, qui se disent ben non mais je vais quand même réussir à faire le truc. Avatar, il y a ça. Il y a le côté de ouais, je sais, vous connaissez ces fils rouges, vous connaissez ces points de récit, ces trucs. Avatar 2, je parle. Vous connaissez ces trucs-là, mais moi, je vais essayer juste de le faire à donf et je vais essayer En plus, il y aura un commentaire, parce que ça a du sens, Avatar 2, si vous pouvez réfléchir sur la représentation. Enfin, il y a plein de choses à dire sur Avatar 2. Peut-être qu'un jour, je parlerai d'Avatar et d'Avatar 2 et j'essaierai de vous expliquer en fait ce que je pense que veut dire le film. C'est pas des films débiles du tout. Mais en fait, il y a vraiment ce côté-là de vas-y, mais je vais quand même, voilà, je fais des séquences d'aventure, d'action, je veux que ça claque et je vais essayer de faire le mieux pour que vraiment, voilà, je vais faire une scène d'exploration d'un endroit extraterrestre nouveau du fond des eaux. Je vais essayer de mettre tout ce qui est dans ma besace de réalisateur qui est énorme parce que je suis James Cameron et que j'ai des thunes à balles et que je peux faire virevolter la caméra comme je l'entends, je vais le mettre au service de juste cette pure sensation de découvrir un univers que tu ne connais pas qui est le fond des eaux de Pandora, quoi. Donc c'est possible de le faire. Il y a des gens qui font ça. Il y a effectivement Top Gun. Moi j'aime bien Top Gun Maverick. Je suis pas complète, je suis pas aussi conquis que les gens qui m'en ont parlé avant que je le voie. Parce que les gens m'ont dit c'est un truc de ouf, c'est génial et tout. J'en suis pas à ce point-là, mais je trouve qu'il y a au moins il y a l'idée de se dire qu'est-ce qu'on fait avec ce truc. Vas-y, notre délire c'est vraiment de faire des séquences d'avion de bâtards, de malades, parce que c'est ça le divertissement du truc. On veut dire ça. La nécessité de faire une suite à Top Gun, ça implique peut-être des valeurs un peu surannées. Hein. Ça peut être contesté idéologiquement, j'en sais rien. Moi, c'est pas l'angle sur lequel je m'en fous. Mais c'est juste qu'en fait, là, il y a des gens dans Top Gun Maverick qui se disent bon, il y a ce truc-là de spectacle de ouf, de pirouette d'avion qui est au cœur de notre cinéma, et on va mettre l'emphase sur ce moment-là, ce moment de l'avion. Et ça va. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment mettre l'emphase sur le truc de l'avion? Ça va emprunter du coup au heist movie, au film de braquage, pour faire un truc vraiment où tout tourne autour de ce machin-là, quoi. Et quand il est montré, il est satisfaisant parce que là, il y a une vraie utilisation de plein de trucs, comme je peux trouver dans certains, dans les meilleures Missions Impossibles, par exemple, où il y a vraiment ce truc-là de c'est peut-être vous vous attendez à voir un film d'action hyper classique, machin et tout, mais ouais, c'est ce que vous allez voir, mais on va le faire à balle. On va aller à fond dans le truc. C'est ouais, là, il y a une scène où il doit escalader une tour. Je pense au 4, il doit escalader le Burj Khalifa. Mais vas-y, de ouf, on va rester sur le truc. Il va avoir des problèmes, on va jouer le machin et tout. Et ça va être vraiment on va faire un truc divertissant, quoi. Mais bon. Que me dites-vous d'intéressant? Et le film avec le streamer d'horreur. C'est Deadstream. Je trouvais ça sympa. Je trouvais ça sympa. Après, il y a un côté toujours un peu méta, toujours un peu je fais de l'image. Mais encore, ça va, parce qu'à la limite, le procédé je cache ce qui se passe derrière moi. Le procédé et j'en profite pour allumer cette lumière, qui ne marche pas parce qu'elle est débranchée. Donc c'est un signe qui dit qu'il faut que je bientôt. Non, 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 pas la peine. Ma chère étendre se démène pour le rebrancher, mais non. Oublie cette information. C'est très gentil là en moi. Merci beaucoup. Mais alors, du coup, ouais, il y a le comment dire, j'ai oublié ce que je disais du coup avec ce problème de lumière, mais c'est pas grave. Attendez. Tu crois qu'Avatar avait des choses à dire? Mais bien sûr, mais c'est juste qu'en fait, parce qu'en fait, le problème avec le cinéma actuel, et ça me fait tomber dans ces travers-là que je vais décrire. Le problème que j'ai avec le cinéma actuel, c'est aussi que comme il survend son sens, et que c'est un argument de vente, c'est le commentaire métatextuel du film et l'argument principal de vente des productions actuelles tout le temps, ça fait que dès lors que c'est pas le cas, on a tendance à imaginer que le film a pas... En vrai, de vrai, c'est rare les films qui disent rien. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça que je suis à ce point contre le terme de l'elevated horror ou de ce type de truc-là, quoi. En fait, un film qui ne dit rien, c'est vraiment genre, j'imagine que ça existe, j'en ai jamais complètement vu, mais j'imagine que ça existe. Mais en fait, souvent quand on dit un film qui dit rien, c'est un film que j'ai pas envie de me donner la peine de réfléchir parce que j'ai la flemme, en fait. Souvent c'est ça, parce qu'en vrai, je sais pas, Amityville 2, tu vois, c'est pas forcément, je l'ai vu récemment, c'est pour ça que j'en parle, c'est pas forcément considéré comme un film noble sur lequel il faut réfléchir, machin, mais ça dit quand même énormément de choses, Amityville 2, tu vois, c'est quand même ça dit des choses assez violentes. Ça dit plein de choses. Amityville 1 aussi.
Amityville 1, tu le regardes, c'est vraiment, ça parle évidemment que ça parle des problèmes économiques de l'époque. Ça parle évidemment, mais parce qu'en fait, tu peux pas vraiment. C'est hyper compliqué de faire un film qui parle de rien, parce que le problème, c'est que si t'es quelqu'un, t'existes, et par conséquent, t'existes quelque part. Et ce quelque part, en fait, ça fait qui tu es. Et du coup, quand tu t'exprimes artistiquement dans quelque truc que ce soit, tu finis par dire de toute façon quelque chose sur ce qui t'entoure. Sinon, t'es une âme pure, libre, qui existe dans un espèce d'univers éthéré. Mais je connais pas ces gens-là, en fait. Je sais pas qui fait un film qui ne parle pas de l'existence de sa vie. Il y a tous les westerns italiens parlent de l'Italie. Enfin, tu vois, genre, c'est évident. Je sais même pas. C'est évident. Peut-être pas. C'est peut-être pas évident. Je dis ça de façon peut-être condescendante. J'en suis désolé. Mais c'est-à-dire, c'est quand tu regardes le truc. C'est juste, tu te poses pas la question, en fait, de ce que dit Avatar sur son rapport, par exemple, à la technologie. Genre, et si tu te poses des questions sur Avatar, c'est juste qu'en fait, il y a plein de gens dans les critiques institutionnelles et potentiellement régulièrement sur Internet aussi, qui ont tendance à avoir la flemme de réfléchir, qui se retrouvent en plus maintenant surstimulés par des divertissements qui affichent leur message métatextuel comme un argument de vente, ce que je dis, et que du coup, c'est servi sur un plateau, en fait. C'est-à-dire que du coup, un film comme Barbie est évidemment un commentaire sur ce que décrit Barbie, sur le côté un petit peu rose bonbon, machin, etc. Et donc sur les relations amoureuses, machin, etc. Donc, mais comme c'est déjà dit dans la bande-annonce, c'est déjà dit par le film, c'est déjà dit dans le truc, du coup, tu te retrouves en fait à avoir l'habitude que ce soit ça, et dès qu'un film n'en fait pas son argument commercial, tu te fais pas l'effort de le voir, parce que en plus, des gens dont le métier est d'être critique aussi, te disent que de toute façon, il faut pas réfléchir, parce qu'ils se sont pas donné la peine de réfléchir. Et évidemment que Avatar, ça a du sens. Le film s'appelle Avatar, pense-y, je t'assure. Essaye de relire Avatar, même si tu veux appliquer la théorie des auteurs, qui encore une fois est un outil critique. Ce n'est pas un outil de cinéaste qui essaie de... C'est un outil critique. Si tu essayes de comprendre le cinéma de James Cameron, essaye de comprendre ce que James Cameron dit sur la technologie et sur comment la technologie nous impacte, nous, en tant qu'êtres humains. Regarde tous ces films en réfléchissant par rapport à ça. Il y a aussi une dimension en fait très métatextuelle dans le cinéma de James Cameron dont je pourrais parler éventuellement. Ça pourrait être un truc dans le cadre de ce que je disais, parce que ça m'intéresse de parler des films méta. Mais bien sûr, et même sur l'eau, prends la thématique de l'eau et de la représentation de l'eau et de l'utilisation des technologies pour représenter les liquides dans le cinéma de James Cameron. Et tu vas voir qu'en fait, juste si tu as une piste de lecture qui te vient, mais ça, c'est juste en regardant les films, si le film t'intéresse et que tu l'aimes bien, tu vas te dire, ah oui, tiens, pourquoi il fait ça comme ça? Et si tu arrives à juste gratter une piste, en fait, tu vas voir que tu vas dérouler un fil de malade, où tu vas te dire, mais non, mais en fait, il y a ça dans tous ces films. Et du coup, tu vas commencer à te dire, mais pourquoi il y a ça dans tous ces films? Ça peut pas être un hasard. Mais parce que ça n'en est pas un. Mais c'est juste parce qu'en fait, James Cameron, il a un rapport à la technologie qui est important, parce qu'il a évolué dans le monde du divertissement, du blockbuster américain, et donc ça veut dire quelque chose sur qui il est. On sait que aussi, il a cette espèce de démarche écolo qui peut potentiellement en plus être en contradiction avec son utilisation, j'allais dire, énergivore de la technologie, mais ça, il le commente dans ses films. C'est parce que c'est un être humain, en fait. C'est pas qu'il a envie de mettre des messages hyper importants sur la société parce qu'il a lu un livre de théorie. C'est juste parce que vraiment, en fait, même si déjà les réalisateurs passent pas tout leur temps forcément à juste consommer du cinéma ou en regarder, etc. Ils existent dans le vrai monde, donc il y a un moment ils vont faire leurs courses, ou peut-être ils sont très riches donc ils payent des gens pour en faire leurs courses, mais déjà ça c'est une relation sociale. Et puis quand bien même en fait ils passent leur temps à regarder des films, à parler de films, ils ont quand même un rapport à des objets culturels qui sont les films, et donc forcément ils vont le commenter. Ça n'existe pas les films qui disent rien sur rien. En fait c'est juste il y a des films où on a la flemme, même les nanars, même tu vois tu prends par exemple, un cinéaste qui m'intéresse beaucoup, peut-être que j'en reparlerai à l'occasion, tandis que je sirote ce nouveau café. Cinéaste qui m'intéresse beaucoup dans l'histoire du cinéma, qui est peu considéré, de plus en plus. Wes Craven. Je parle de Wes Craven du coup. Wes Craven, il y a des films qui affichent leur ambition métatextuelle et évidente de commentaires sur le cinéma, tels que Scream, tels que New Nightmare, tels que certains films, et qui par conséquent sont analysés, suranalysés, réanalysés dans tous les sens par absolument tout le monde. Certains vont même, pour parler de certains films de Wes Craven, les qualifier d'elevated horror, qui est un terme, encore une fois, de merde. Utilisez jamais ce terme-là, parce que ils en sont tous. Et le truc qui est intéressant, en fait, avec Wes Craven, c'est qu'il a une carrière en dents de scie.
Mais alors vraiment, c'est-à-dire qu'en termes de pure qualité de cinéma, Wes Craven, il a fait des trucs de ouf et des trucs de merde. Mais parfois, il les a enchaînés. Et c'est vraiment ces qualités variables. Tu peux lancer une pierre sur la filmographie de Wes Craven, tomber sur un chef-d'œuvre, en relancer une autre, tomber sur une daube, en lancer une autre et tomber sur un film un peu moyen. Donc tu as vraiment ce truc-là les films mauvais de Wes Craven, c'est-à-dire que les films qui sont plutôt mal exécutés ne sont jamais, ou très peu. Maintenant, si, grâce à ces films high concept un peu intelligent, quoi. Je mets des guillemets à ça, évidemment, je ne pense pas qu'il soit spécifiquement intelligent, mais parce qu'il a fait New Nightmare, donc Freddy 7, et parce qu'il a fait Scream, et parce que peut-être il a fait le premier Freddy, qui du coup a été un commentaire sur la société de l'époque qui était plus évident qu'ailleurs, et la dernière maison sur la gauche, à la limite, bon, parce que du coup, les mecs, ils ont compris qu'il avait vu du Bergman. Et du coup, ça a permis mais quand, je veux dire, quand L'Ami Mortel sort, personne n'analyse ce film. Je pense que même Shocker, qui est un film qui a évidemment un commentaire qui pour le coup est quasiment vraiment affiché sur la télévision, sur plein de trucs, même ça, comme c'est pas un film très bon, en fait les gens ils ont un peu la flemme, quoi, parce qu'ils ont pas envie, ils ont envie de faire leur taf, mais vite fait, ils ont envie plutôt de dire des trucs où c'est servi sur un plateau. C'est sûr que c'est plus facile d'analyser Get Out que je sais pas, j'allais dire la dernière maison sur la gauche, mais non c'est plutôt facile, mais People Under the Stairs. Encore que ça aussi, c'est assez facile. Peut-être que Wes Craven n'est pas le meilleur exemple. Mais peut-être que voilà, c'est plus facile d'analyser, oui, Get Out, d'analyser ces films elevated horror modernes, parce qu'en fait, ils te disent rien en sous-texte. En fait, ils te disent, ou si, ils te disent des trucs en sous-texte. Mais le gros du décodage à faire sur les films, j'aime beaucoup Get Out, hein, je précise juste que c'est un film que j'aime beaucoup. Je trouve très intéressant. Mais par contre, c'est comme Scream, c'est-à-dire que j'aime beaucoup le film, et après, je trouve qu'il a donné des trucs vraiment pas ouf après. Mais il te donne déjà tout, en fait, sur un plateau, quoi. T'as pas besoin de vraiment trop réfléchir pour analyser les derniers films d'horreur qui sortent, pour le commentaire sur la gentrification dans le remake de Texas Chainsaw Massacre, en fait, t'as pas besoin vraiment parce que les personnages en parlent, en fait. Ils te disent absolument tout ce que t'as. Donc, quand t'es critique, c'est royal. Tu vas au cinéma et t'as juste à noter et à paraphraser ce que les personnages principaux racontent dans ton journal, et du coup, tu dis, bah, le film parle de ça, quoi. Par contre, produire une analyse de films moins nobles et du coup un peu plus retors, puisqu'ils ne se livrent pas comme ça, c'est plus compliqué. Mais par contre, non, tous les films disent quelque chose. Évidemment que Amityville, tous les Amityville disent quelque chose. Les House disent quelque chose, même si tu veux. Même les nanars, en fait, ils disent quelque chose sur comment dire, le moment et l'endroit dans lequel ils ont été faits. Troll 2 dit quelque chose sur la perception du cinéma américain par un cinéma. J'en ai parlé. Enfin, tous les films, en fait. C'est une lapalissade. Il n'y a pas de film plus noble ou plus avec un vrai message et le divertissement populaire qui est un truc de teubé et tout. Mais ça, on en est sorti depuis super longtemps, en fait. Il n'y a plus cette notion-là, vraiment. Enfin, genre, c'est juste, en fait, tu as un corpus de films que tu vas choisir de regarder, et donc tu vas en sélectionner certains que tu trouves intéressants selon tes goûts, tes sensibilités, machin, etc. Tu vas en sélectionner quelques-uns, et après tu vas passer ton temps à réfléchir dessus, et tu vas forcément tu vas sortir des trucs intéressants, du truc, quoi. Évidemment que Maniac Cop, ça dit un truc, tu vois, mais c'est genre, bien sûr, c'est juste, en fait, on a la flemme. On se dit, bah, Maniac Cop, c'est surtout une façon de voir un personnage rigolo déguisé en flic qui défouraille des gens, mais bien sûr que ça a du sens. Bloodsport, bien sûr que ça dit quelque chose sur notre rapport au réel, notre rapport au récit, sur l'Amérique des années 80, sur les mythes qu'on dit, mais c'est Bloodsport. Donc, mais ça veut pas dire, en fait, c'est-à-dire que moi, je pense que c'est ça, en fait. Je pense que la grosse différence, c'est juste dans l'œil Eye of the Beholder, c'est dans l'œil du spectateur, quoi. C'est juste qu'il y a des films qui sont plus simples parce qu'ils sont un peu anoblis par des gens, et du coup, on se dit, bah oui, mais ça, là, il y a un vrai message, là, il y a un vrai truc. Mais oui, il y a un message dans tous les films de James Cameron. Genre, bien sûr, il y a un message dans tous les films de James Cameron, et il y a un message dans tous les films de Wes Craven aussi, qui est extrêmement cohérent. C'est-à-dire que c'est des films. Wes Craven, par exemple, c'est un cinéaste, c'est ultra disparate en termes de qualité, parce que au gré de son rapport avec les studios, au gré de ce que il y a, ça a donné des trucs de qualité très variables. Mais par contre, il y a quelque chose dans le sens de ce qu'il exprime sur la société. Il y a vraiment, vraiment un vrai propos dans le cinéma de Wes Craven. Donc non, moi c'est voilà. Voilà. Après, 50 nuances degrés, je l'ai pas vu, mais je suis sûr qu'il y a un truc, bien sûr qu'il y a un truc. Là. Ouais, au cœur de Troll 2, il y a un espèce alors qui est raté, mais qui est un espèce de pamphlet végétarien qui est complètement dans le film, quoi. Enfin, le film, c'est un nanar. Donc, mais voilà.
Même Tommy Wiseau, mais bien sûr. Et au même moment, le sous-sol de la peur, bien sûr, People Under the Stairs, ce que je disais, il y avait toute une réflexion sociale. Ouais, ouais. Je vais juste faire une petite pause pour remercier les gens. Ça fait 2h50 qu'on est en stream, je vais pas tarder cette fois-ci à vous laisser pour de vrai, même si vous êtes en train de vous moquer de moi, parce que j'arrête pas de dire... végétarien, anti-végétarien, pardon. J'arrête pas de dire que je vais vous quitter, mais en fait, je ne le fais pas. Je vais vous remercier, parce que vous êtes gentil et sympathique. En l'occurrence, je vais remercier qui ça? C'est qui que je dois remercier? Morneplaine, je t'ai remercié. Je crois. Hein. Jarlotor aussi, je crois. Trois chats, merci beaucoup à toi. Greg le gecko, tu me dis une demi-année, mais je crois que je vous ai remercié, je suis plus sûr. Lobat Home, merci beaucoup à toi. Riful, qui me dit le plus cool des Karim de Bretagne, c'est confirmé. Oh, c'est très gentil. Merci à toi, Full Weapon. Merci à toi, Craptor Inskaya. Merci à toi, Pierrot77, qui dit salut Karim, est-ce que tu as hâte de voir la sortie de la suite du Spider-Verse? Oui. Ça, pour le coup, oui. Je suis beaucoup moins intéressé par les films de super-héros, mais ce film a l'air vraiment dingue. Oui, oui, mais en fait, moi, j'ai surtout envie de le voir parce que, pour le coup, j'ai adoré le premier. Et pour le coup, je trouve que Spider-Verse, c'est un film intéressant qui utilise tout ce que je dis, quoi, qui est complètement dans l'air du temps, qui est complètement en mode multivers, machin, etc. Mais qui, par contre, là, est vraiment bien fait et qui, je trouve, arrive à être touchant. Parce que c'est ça qui est. Enfin, c'est très dur, en fait. C'est aussi ça peut-être qui fait que j'ai un peu plus de problèmes avec les productions, c'est juste qu'en fait en termes de moyenne de purs chiffres, c'est juste qu'il y a plus de... Parce que le challenge est encore plus compliqué qu'avant, je trouve, pour faire un film qui fonctionne, c'est-à-dire un film où quand tu as des séquences d'émotions entre deux personnages, tu es vraiment touché, mais en même temps, quelques séquences après, tu peux être dans de la blague ou dans de la rigolade un peu plus bas du front. En fait, ça c'est super dur à faire. Et il n'y en a pas beaucoup qui y réussissent. Et je trouve que celui-là y arrive. Et pour le coup, il est vraiment dans l'air du temps. Il est complètement d'aujourd'hui Spider-Verse, mais il est super. Je le trouve super parce que je trouve que les côtés blagues, multivers et tout fonctionnent. Et je trouve que le côté émouvant du rapport à Spider-Man, machin, etc., tout ça, ça marche aussi. Le personnage se questionne et tout. Ça, c'est une réussite, ouais. Et Everything Everywhere All At Once aussi. Et Lego Movie aussi. Je trouve que ça fonctionne dans ce délire-là. C'est-à-dire que malgré le côté film dans le film, ça marche. Merci beaucoup à toi, Batman aussi, pour le sub. Tu te déchires. Et merci à toi, Koronagi76. Mais en fait, je pense que le challenge est vachement dur et que du coup, j'ai vu beaucoup de trucs que j'ai trouvé ratés dans ce délire-là, en fait. Il y a des trucs où j'ai trouvé que l'émotion faisait forcer et que les vannes faisaient aussi forcer. Surtout quand c'est aux mains de gros studios, en plus, qui ont ce truc-là. Voilà. Avoir du sens, ça veut pas forcément dire être pertinent. Oui, bien sûr, c'est pas ce que je dis. Ça veut dire aller quelque part. Tous les films disent quelque chose à minima de leur contexte de création. Oui. Oui, ça veut pas dire que c'est forcément un truc intéressant qui est dit ou juste sur la société. Ça veut pas dire que le truc est réussi. Mais par contre, là, parce que en fait, quelqu'un me demandait est-ce que tu trouves vraiment que Avatar, ça dit quelque chose? Il m'a pas dit si ça dit quelque chose de pertinent. Est-ce que ça dit vraiment quelque chose? Et ce que je répondais, c'est oui, comme 100% de tous les films. Et en plus, Avatar, je trouve pour le coup que ça dit quelque chose de pertinent. Mais il y a plein de films qui disent des choses que je trouve inintéressantes, hein, c'est pas le problème. Mais par contre, ils disent tous quelque chose. Ça, c'est une certitude. Et voilà. Ah, tu répondais à un autre viewer, pardon, ok. Excuse-moi. Je vois pas les réponses. Là. Hein, attendez, j'essaie de vous suivre, mais comme là, ouais, effectivement, il y a des réponses à des trucs. Seb du futur. Lego Movie, c'est pas juste une pub. Non, ça dit un truc sur. Après, ça fait longtemps, je l'ai vu que à sa sortie. Mais ça dit un truc quand même. Pour le coup, je trouve ça assez intéressant. Après, moi, j'adore les Lego aussi. Disclaimer, vous le voyez derrière moi, j'adore le Lego. Je suis une victime de la mode. J'aime bien les Lego. Tu trouves pas que trop souvent la forme prend le pas sur le fond? À quel degré, sur quel film? Ça dépend des films, en fait. Non, je trouve que parfois pas et parfois. Oui, mais après, tu sais, sortir, comment dire, faire cette dichotomie, enfin sortir le fond de la forme en disant il y a l'histoire et il y a la mise en scène, c'est aussi pour moi pas complètement pertinent de ouf parce que du coup, tu te retrouves à potentiellement faire des contresens. C'est pas tous les films, pour le coup, dont l'objectif principal est de raconter correctement une histoire. Et ça, c'est pas grave. Ça dépend de plein de choses. Mais il y a un tout, en fait. J'aime pas faire cette distinction-là de séparer le fond et la forme. C'est pas un truc que je trouve toujours pertinent. Parfois, ça peut être utile, mais en fait, c'est souvent, en fait, ça amène
à des impasses de réflexion. Merci à toi, Wilco91, pour le sub, et merci aussi à Elbozo Shrebe2, ton 5e mois d'abonnement, qui m'a dit: Salut Karim, je passe en coup de vent. Je suis au rythme des VOD en attendant d'avoir passé les oraux du CAPES. Merci à toi pour cette merveilleuse année de recommandations de films, de commentaires pertinents, et merci d'être si beau parce que tu es tellement intéressant que même si tu étais méga moche, je te regarderai quand même tout le temps. Écoute, pourtant, ça fait 2 semaines que je n'ai pas pris de douche. C'est faux. C'est évidemment faux. Ça fait 3 semaines. Voilà. Donc, si tu racontes pas correctement une histoire, tu fais quoi? Ben là, il y a des centaines de films qui font autre chose, en fait. Tu vois, genre, il y a vraiment. Enfin, c'est même pas des centaines, il y a des dizaines de milliers de films qui font autre chose. Il y a tout un cinéma qui est non narratif, en fait. Il y a des tonnes de films qui sont des pures expériences visuelles. Tu vois, tu peux pas reprocher je sais pas, à Braquage, mais enfin, même sans aller jusqu'au truc complètement abstrait, quoi. Mais on voit bien qu'il y a plein de trucs qui ne racontent pas. Je veux dire, par histoire, j'entends des péripéties de personnages. C'est pas forcément ça. Loin de là, il y a des pures œuvres formelles qui appartiennent au cinéma, quoi. Étant donné qui sont même, en fait, qui correspondent plus à l'étymologie du mot cinématographe, qui consiste à écrire avec du mouvement, pas avec du scénar. Donc, du coup, tu peux pas. Ça dépend. Après, il y a plein de films. Enfin, c'est pas un jugement de valeur sur la narration. Enfin, je veux dire, tu as le droit de raconter des histoires. Ça peut être ton concept premier. Je sais pas, j'écoutais, je sais plus qui parlait de Bergman, qui justement mettait ça en. Disait que Bergman était quelqu'un qui justement avait à cœur de raconter des histoires et s'opposait à Godard par exemple qui était plus tu vois, genre évidemment qu'il y a des cinéastes qui sont beaucoup plus visuels que de raconter une histoire. L'histoire d'un film j'allais dire de Godard, mais il y a même encore plus formaliste que lui, mais c'est pas le cœur du truc, quoi. Ça, c'est, comment dire, c'est une école du cinéma qui a longtemps été, comment dire, la norme, la majorité en tout cas, et que c'est cool de l'apprécier comme étant, si tu veux, genre ce que tu préfères et tout. Hein. C'est pas un jugement de valeur, mais je veux dire, c'est pas la seule idée des gens qui font des films de raconter une histoire. Sinon, ils raconteraient des histoires en fait. Ils la mettraient pas sous forme d'image. C'est pas juste en fait. La mise en scène n'est pas juste là pour illustrer de l'écrit. Elle porte quelque chose de beaucoup plus, comment dire, signifiant que ça dans la. Enfin, tu me comprends quoi. Je pense. Mais il y a un milliard d'exemples. Pour le coup, je peux pas. Enfin, tu vois, je peux pas commencer à dérouler les exemples de films non narratifs ou en tout cas qui mettent la narration de côté pour dire quelque chose de plus important avec leur forme, quoi. Ne serait-ce que Evil Dead, tu vois, c'était un des trucs que je racontais quand je parlais d'Evil Dead, qui pourtant, enfin, je pense personne, tu vois, est allé voir Evil Dead en se disant, je vais regarder l'histoire. Evil Dead, qui est quand même un des trucs les plus convenus que tu puisses imaginer, quoi. Vraiment, je peux pas faire plus simple que Evil Dead en termes de. Si t'attends d'être surpris scénaristiquement ou d'avoir quelque chose, tu t'es pas là, quoi. Jodorowsky, ouais, potentiellement, effectivement, c'est un exemple parmi des milliards d'autres, quoi. Merci à toi, Tonmo, et Anathématique aussi pour les subs que vous m'envoyez, c'est hyper gentil. Alors, Kukishi qui nous dit les films n'existent pas et n'existeront jamais. Je dis n'importe quoi. Salut Karim, salut à toi Kukishi, merci beaucoup. Voilà. Ok, merci, je vois l'idée, tu dis Seb de Futur. Et après, moi je trouve qu'il n'y a pas de raison d'affronter les chapelles en fait. Il y a des gens qui vont vraiment aller au cinéma pour voir comment est racontée une histoire. Il y a des gens qui vont vraiment trouver leur plaisir dans autre chose. Et c'est pas, je veux dire, et où il y a des gens qui aiment de tout. Moi, si tu veux, j'aime vraiment de tout. C'est pour ça que je trouve ça un peu dommage en fait quand il y a des affrontements de type de cinéma ou d'école de cinéma. Même en fait, les trucs qui me dérangent, notamment dans le cinéma moderne par exemple, enfin je veux dire non seulement je les accepte parce que déjà je ne suis personne pour les refuser, mais quand bien même je veux dire c'est genre je trouve ça cool si ça fait plaisir à des gens, j'ai pas envie de niquer le plaisir, ça me fait toujours chier, moi je suis pas du tout, j'aime pas être contre la vague, contre les mouvements et tout quoi. Je trouve ça cool que les gens ils aiment bien voir un certain type de cinéma et j'ai pas envie d'antagoniser les gens, de leur dire non mais vous aimez pas les bons trucs, je sais pas quoi, c'est pas le problème. C'est juste qu'en fait les films, quand je disais Scorsese a raison, je trouve qu'il a fait quand même un peu tort, même si c'est Scorsese. Respect et big up à lui, tu vois, genre vraiment de tout mon cœur, genre je trouve ça ouf, en fait, de critiquer Scorsese parce qu'il parle de cinéma, genre s'il y a bien quelque chose que, enfin, genre respect à lui, mais quand il dit c'est pas du cinéma, tu fais, ça me dérange un peu dans le fond. Après, je comprends tout à fait ce qu'il veut dire et il est pertinent et il est tout à fait légitime à le dire par ailleurs et dans le fond, il a un peu raison, mais enfin dans le sens où c'est pas. Mais je veux dire, tout existe. Moi, si tu fais un truc où il y a une illusion de mouvement
ou même pas d'ailleurs. Il y a un truc juste de succession d'images, parce que même la jetée, c'est du cinéma en fait, qui est une suite d'images, un film fait ensuite d'images fixes de Chris Marker qui a donné L'Armée des 12 singes. Mais même ça, en fait, c'est un film. Donc, et il y a des films qui sont considérés comme des films, et c'est pour ça, en fait, c'est hyper compliqué de mettre où est le début du cinéma, parce que en plus le début du cinéma n'utilisait pas de pellicule, donc du coup, mais c'était quand même du mouvement. Tu vois, tu peux discuter de est-ce que Émile Reynaud c'est du cinéma, est-ce que le passage de Vénus c'est du cinéma vraiment, est-ce que tous ces trucs. Mais en fait, moi je considère que oui, dès lors qu'il y a cette notion dès lors que l'intention a été de créer une forme de mouvement, même avec des images fixes, en fait, je considère que ça rentre dans le truc. Donc après, les intentions de la personne, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être je raconte une histoire, ça peut être regarder cette mouche au ralenti. Comme je sais plus quel film des origines c'était ça l'attraction. Tu vas voir cette mouche qui décolle au ralenti, c'est un truc de ouf, hein, en gros plan et tout. C'est un spectacle qui est valable, il n'y a pas d'histoire. C'est pas vraiment, on peut pas considérer que le fait qu'une mouche s'envole est une histoire, hein, tu vois, mais ça existe comme objet de cinéma aussi. Donc moi, je respecte ça comme faisant partie aussi de l'histoire du cinéma. Et après, tu as une continuité avec des mouvements culturels, avec des idées de trucs qu'on a envie de faire et qui s'imposent aussi par la force des choses, leur succès, la façon dont les gens les apprécient. Et du coup, bah, voilà, il y a ce type de truc-là qui a été raconté une histoire. On a vu que ça marchait plutôt bien. Les gens ont dit, ah ouais, c'est cool en fait, c'est bien utilisé pour raconter des histoires. Quels sont les outils? Et du coup, c'est devenu le truc majoritaire. Mais en vrai, tu peux faire ce que tu veux avec. C'est juste une question de perception et de trucs qu'on a créés, quoi. Voilà, je sais pas pourquoi je me lance sur les trucs d'origine du cinéma, mais c'est complète. C'était le propos de Chroma en vrai. C'est ce que ça disait. C'est juste que le cinéma, c'est juste des frontières un peu vagues qu'on met sur une façon de représenter le mouvement contemporaine. Mais est-ce qu'on sait combien de films sont sortis au cinéma depuis que ça existe? Je ne crois pas. Il y a des calculs de trucs qui ont été faits. Alors, je crois que ça se compte en centaines de milliers, forcément. Je ne pense pas. Alors, attends, je suis en train de dire, je sais pas, il y a différents calculs en fait. Il y a des trucs où ils ont essayé de répertorier ça, mais il manque des pans entiers du cinéma. Il y a nombre de films qui ont complètement disparu, qui sont absolument impossibles à retrouver, à revoir. Je crois qu'il n'y a pas de décompte. Le million dépassé. Malémino dit million dépassé. Ça me surprend. Mais ok, je l'accepte tout à fait. C'est très dur de se rendre compte. Parce que pareil aussi, ça dépend des frontières que tu mets, tu vois, de quand est-ce que ça commence. Mais effectivement, quelqu'un te demande la source, elle m'intéresse aussi. Et elle m'intéresse de ouf. Parce que je ne sais absolument pas comment on peut comptabiliser ça, en fait. Ah, c'est pas une affirmation, dis-tu. D'accord, donc peut-être pas. Ça me paraît pas déconnant, 1 million. C'est massif quand même, 1 million. Hein. C'est un siècle. Faut faire le calcul. Tu fais sur un siècle de cinéma, c'est plus qu'un siècle en fait, c'est un siècle et 30 ans. Mais si tu commences, disons, à la fin du 19e, si tu mets le début autour de. J'allais dire 1895, souvent on fait à peu près ce chiffre-là, mais en fait ça peut même remonter avant. Mais fin du 19e, un siècle et 30. Un siècle 40, presque un siècle et demi, putain. Mais du coup, tu fais. Non, 1 million, c'est un truc de ouf. Non, mais 1 million, c'est un truc de malade. C'est pas possible. 1 million, ça me paraît ouf. Après, faut faire des divisions. Franchement, c'est hyper dur. Je sais pas comment on peut calculer ça. 65 000 films produits par an, d'accord? Sans compter. 65 000 films produits par an. Ah, peut-être, hein. Moi, 1 million en 130 ans, ça me paraît pas déconnant. Franchement, je suis pas assez bon en maths pour vous dire ce que ça fait. Ça vous prouve quelque chose néanmoins. Ce chiffre est spectaculaire, évidemment. Je pense que quel qu'il soit, il me surprendra parce que ça va être beaucoup. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas voir tous les films qui existent. Par conséquent, vous êtes obligé de choisir ce que vous regardez et de vous créer un corpus de films que vous allez voir de votre vivant. Ce qui est bien triste. Hein. J'aimerais qu'on soit omniscient et qu'on puisse tout voir. Mais du coup, ça veut dire aussi que vous pouvez vous permettre de choisir ce que vous voulez voir. Et ça, c'est un truc que j'ai appris récemment et je me dis maintenant, je vais plus voir les trucs qui m'intéressent pas en fait. Trucs que je sais que je vais pas aimer, qui m'intéressent pas, je vais plus les voir. Je me dis qu'il y a trop de films hyper cool que j'ai pas vus. Il y a des cinéastes hyper importants de l'histoire du cinéma que je connais très peu, dont j'ai vu genre un film. Et c'est ça en fait que j'ai envie de faire de mon vivant. J'ai envie de vraiment d'essayer de m'intéresser
Moi, j'ai pas de ça. Genre, il y a des genres de cinéma que j'aime plus que d'autres, etc. Il y a des périodes du cinéma que j'aime plus que d'autres, ça c'est normal. Mais il n'y a pas de truc dont je suis complètement hermétique, quoi. Parce que même dans le cinéma actuel hollywoodien, vous avez vu qu'il y a des trucs que je sauve comme étant vraiment très intéressants. Je vous en ai cité quelques-uns. Donc du coup, moi, ce que je veux voir, c'est un peu de tout. Je m'en fous de pas être spécialisé. C'est-à-dire que je serai jamais le meilleur à savoir un truc sur un genre. Je serai jamais le spécialiste du cinéma d'horreur et tout. Et j'en ai pas spécialement envie parce que je me dis merde, j'aurais raté plein de trucs. Je suis en mode buffet. Je prends un petit peu de tout, un peu partout. Et du coup, peut-être je suis jamais hyper spécifique, hyper pro en un seul thème. Mais par contre, c'est sûr que je connais un peu de tout. Et ça, c'est cool. Donc, mais après, vous pouvez choisir en fait. N'hésitez pas à faire vos choix aussi. Regardez ce qui vous plaît le plus, ce qui vous intéresse le plus. Essayez de vous construire un corpus par rapport à ça. Karim qui n'arrive décidément pas à quitter le live, effectivement. Tu fais bien de me le rappeler, ça fait 3h06. T'as pas peur de passer à côté d'un bon film avec cette philosophie. Mais d'après ce que je viens de dire, tu es absolument totalement obligé de passer à côté de centaines de bons films, en fait. Quelle que soit ta théorie, quel que soit le type de ta façon de regarder des films, etc., même si tu en regardes 5 par jour, ce qui est déjà vraiment beaucoup, tu vois, tu vas être obligé de rater des milliers, même j'avais dit des centaines. Tu vas rater des centaines de milliers de films excellents, en fait. C'est pas très grave. Ça fait partie de ton existence. Ah. Alors, Zedam Le Gros, tu nous dis un truc qui peut peut-être nous intéresser. Donc, pour résumer, bien que les chiffres précis soient insaisissables, le nombre total de longs métrages produits dans le monde au cours de toute l'histoire du cinéma, se situe probablement entre 200 000 et 1,5 à 2 millions, ce qui est quand même une marge de ouf. Le nombre réel est probablement plus proche de 700 000 à 1 million. Si on exclut les... je suis désolé de vous roter à la gueule. Si on exclut les courts-métrages très obscurs ou à petit budget, et la production continue de croître à l'échelle mondiale de plus de 125 000 fonctionnalités chaque année. D'accord, donc on peut tabler sur un petit 850 000. Tu vois, on peut se faire un petit truc comme ça. C'est beaucoup. Il faudrait voir combien il faudra regarder par jour dans une vie humaine pour pouvoir en voir 850 000. Je fais partie du gang Mieux vaut tard que jamais. J'ai enfin regardé Les Aventuriers de l'Arche perdue et Ran de Kurosawa, deux chefs-d'œuvre, le week-end dernier, et je passe un excellent moment à rattraper mon retard. Super. C'est cool, c'est fantastique. Ran, ça fait un moment que j'ai envie de le revoir. Je le trouve absolument merveilleux. Bonsoir Karim, tu aurais des bons horror movies d'ambiance sans jumpscare à me conseiller? Sans jumpscare du tout. Putain, c'est dur. Alors, moi, je te conseillerais le Robert Wise The Haunting. Mais je sais plus s'il y a. Faudrait que je le revoie pour te dire s'il y a des jumpscares ou pas dedans. Attends, mais je crois que je l'ai revu récemment en plus. Ou j'ai revu un bout, je sais plus. Je crois que j'ai revu récemment, putain, je sais plus, j'ai une mémoire de merde. Ah, The Cure. Super, The Cure, effectivement. The Cure. Cure, tout court. The Cure, c'est le groupe. Cure, c'est le. C'est donc le film dont je parlais de Kurosawa qui est absolument superbe. Vous dites quoi? Ne vous retournez pas, c'est génial, mais il n'y a pas de. Il n'y a pas de jumpscare dont vous ne vous en retournez pas, qui est fantastique aussi, qui est un film d'horreur des années 70, qui est absolument fantastique. The Others. Alors Dream9 me dit un truc qui va t'intéresser. Il y a un site qui s'appelle where'sthejump.com qui indique quel film a des jumpscares et s'il y en a, qui indique à quel moment. Ça peut complètement t'intéresser. Effectivement, le Serment de Tobruk n'a pas de jumpscare. Ce qui l'aurait rendu peut-être plus intéressant. Voilà. Donc tu as un site qui les répertorie. Comme ça m'évite de fouiller dans ma mémoire sur est-ce qu'il y a un jumpscare là-dedans ou pas. Voilà. Voilà, bon, on va se quitter les amis parce que ça fait un moment que je dois partir. Je vais juste remercier les dernières personnes qui ont sub, à savoir Tommo, Anoli et Unexist 808. Si mes modos veulent raid quelqu'un, n'hésitez pas à le faire. Moi, il faut vraiment que j'y aille parce que je suis complètement à la bourre. Ça fait 3h10 qu'on est ensemble. Je vais vous mettre une petite chanson à la fin. Ça fait plaisir. Une petite chanson, alors je sais plus de qui. Eh ben peut-être est-ce qu'il y a le thème des Vikings? Ce serait génial. Ce serait génial. Merci beaucoup à toi, Nail Mims, pour le sub. Il n'y a pas le thème des Vikings. Ah, c'est dommage.
C'est fort dommage. Bougez pas, hein, bougez pas. Je vais peut-être vous régaler avec un peu de musique super. De quoi j'ai parlé d'autre comme film intéressant? Sinon, je vous remets le truc avec lequel j'ai commencé ce live. C'était Run Man Run. Le thème de Colorado, un chef-d'œuvre, comme je vous le disais, de notre ami Sergio Solima, le premier d'une trilogie non moins merveilleuse qui met en scène le fantastique Lee Van Cleef. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à tout bientôt.